Mesdames et messieurs, nous allons commencer.
Every day, people, businesses, and essential services throughout Africa are confronted with a lack of power. They must constantly adapt to overcome these challenges. The stark reality is that nearly 600 million people across the continent lack access to electricity. Electricity is a lifeline, driving economic opportunities, job creation, and enabling better education and health services. It's also vital for connectivity, greater innovation, and robust growth. It's the key to unlocking Africa's full potential. Without it, a more equitable, prosperous, and competitive future remains out of reach. With advancements in technology and innovation, it is now possible to scale up electricity access, offering the potential to transform lives and economies across Africa. But this will require billions of dollars in investments to reach universal access by 2030. This challenge is an opportunity for transformative change, an opportunity to advance reforms, improve grid and off-grid access, and bring in private investments to accelerate progress. This is our moment to unite, to rally governments, businesses, development partners, and citizens. Together, let's power up Africa to make access to electricity a reality for everyone, and to shape a brighter future for all. Millions de personnes à Madagascar n'ont aujourd'hui pas accès à l'électricité, en grande majorité dans le milieu rural. Comment les connecter à l'électricité et leur fournir plus d'énergie? Voilà le focus de l'événement qui nous rassemble aujourd'hui ce matin. Excellences, mesdames et messieurs, bonjour et merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. Notre atelier se déroule comme suit. Il y aura d'abord les 2 discours d'ouverture, suivis de 2 présentations par la Banque mondiale et par Bamboo Capital Partners. Et la moitié de notre temps sera consacrée aux échanges, aux questions et aux réponses. Nous espérons finir à midi. Et sans plus tarder, j'invite chaleureusement M. Atousek, responsable de la Banque mondiale à Madagascar, pour le discours. Bonjour, bonjour, bonjour. Plus d'énergie les amis, bonjour. Voilà, ok, on a de l'énergie et on peut commencer. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu présent à cette séance de travail que nous voulons aujourd'hui pour partager avec vous, entre autres, ce que nous finançons pour le secteur privé, pour la population malgache, mais en passant par le secteur privé. Ce n'est pas AFC, mais c'est la partie publique de la Banque mondiale qui appuie le secteur privé pour donner un service public. Donc le endgame, ce n'est pas le bénéfice, n'est-ce pas? Mais il faut que le secteur privé se fasse de l'argent. Mais le endgame, c'est donner de l'argent, un service public à la population malgache en utilisant, entre autres, des ressources publiques. C'est un peu différent de AFC qui finance le secteur privé, peut-être les mêmes projets, mais dont le but, c'est principalement de se faire de l'argent. Donc ici, on doit mélanger les deux. On doit avoir avancé avec les deux objectifs que sont produire un service public en utilisant une partie des ressources publiques en passant par le secteur privé qui, la plupart du temps, est beaucoup plus efficace que l'administration publique. C'est l'efficacité que l'on recherche
les secrétaires généraux et collègues du secteur public présents ne m'ont pas entendu dire que le secteur privé est plus efficace. Donc, mais ils ne sont pas venus aujourd'hui, n'est-ce pas, EG? Donc, mesdames et messieurs les membres de l'administration publique, dirigée par la SGE, du ministère de l'énergie, mesdames et messieurs les membres du secteur privé présents aujourd'hui, distingués invités, à vos rangs et qualités, comme on dit, tout protocole observé. Je n'ai pas pu lire la longue liste qui m'a été donnée, donc j'ai essayé de contracter. Et désolé si j'ai sauté certains qui étaient sur la liste. Donc c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous ce matin. Bon, si j'étais le secteur privé, je ne dirais pas ça aussi, parce que c'est la même phrase que j'ai dans le discours. Donc à Madagascar, donc l'électricité, ok, quand on parle d'énergie, d'électricité, on pense automatiquement à Girama, nous qui sommes de Tana, n'est-ce pas? Et tout à l'heure, avec les collègues, on disait, bon, est-ce qu'on va parler de Girama aujourd'hui? On a dit peut-être, et tout de suite ça a coupé, on s'est dit, bon, on ne peut pas ne pas en parler, donc, mais ce n'est pas le sujet. Mais il reste un acteur majeur dans la fourniture d'énergie sur lequel nous comptons à la maison et aussi pour les entreprises qui sont surtout en milieu urbain pour donner de l'emploi et créer de la croissance. Mais Girama ne couvre que 15% de la population. Il reste encore 85% de la population qui ne bénéficie pas du service de Girama, qui bénéficie du service d'autres réseaux, mais ou qui n'ont rien du tout. Donc, l'électricité n'est pas un simple service. C'est un levier de développement, un moteur pour l'éducation, la santé, l'entrepreneuriat, la croissance économique. Comme on le dit, sans énergie, il ne peut pas y avoir de véritable transformation. C'est pour cela que nous devons aller au-delà des solutions traditionnelles. Nous devons explorer toutes les voies possibles. L'innovation technologique, les solutions au réseau, les partenariats et surtout la mobilisation du secteur privé. Ce que je dis souvent lorsqu'on fait le développement dans la plupart de nos pays, au lieu de se battre sur le petit gâteau, il faut qu'on travaille pour élargir ce gâteau pour que tout le monde puisse jouer le jeu. Je vois beaucoup qui se disent, on va couper ça, on va faire ça, pourquoi on a donné ça à tel, on a donné ça à tel autre, alors que tout le monde peut jouer un jeu, jouer sa partition et délivrer les mêmes résultats. Parce que ça doit être juste comme, je le dis de temps en temps, un orchestre de jazz, quoi. Et pas un orchestre de musique classique. Parce que avec l'orchestre de jazz, tout le monde est aligné, tout le monde suit le maestro, musique classique, tout le monde suit le maestro, personne ne sort des notes, etc. Et in fine, on peut avoir une bonne musique s'il n'y a pas de fausses notes. Avec l'orchestre de jazz, ça peut être brouillon, chacun fait de son côté, mais in fine, on va avoir quelque chose qui est magnifique. Et si on va avoir Girama qui va jouer bien, le secteur privé qui va jouer bien avec financement public, le secteur privé sans financement public qui va jouer bien, le communautaire, les ONG, etc. Et in fine, on donne beaucoup plus d'énergie à Madagascar et à la population malgache. Je pense que ça c'est... Il faut qu'on regarde ça, qu'on tolère que les autres puissent faire, qu'on élargisse, qu'on se dise que si mon voisin du secteur privé réussit, in fine, on va dire que le secteur privé à Madagascar a réussi et ça va donner plus d'engouement pour apporter plus. Mais si le voisin du secteur privé échoue, quelque part, on va dire que c'est le secteur privé à Madagascar qui a échoué et ça ne va pas encourager quelqu'un d'autre qui va juste lire un chapitre ou un paragraphe d'une longue note
pour dire que ça ne marche pas avec le secteur privé à Madagascar. Même si votre voisin concurrent a des difficultés, je pense qu'il faut l'aider, si vous pouvez, à réussir, comme ça tout le monde gagne. Nous avons eu le projet LEAD en 2019. Donc la Banque mondiale avait lancé cette initiative ambitieuse pour soutenir l'éducation rurale avec le gouvernement. Donc un élément clé de cette initiative a été la création du Fonds de développement de marché hors réseau, qui a permis à près de 20 entreprises privées de fournir environ 200 000 kits solaires à plus d'1 million de personnes. Cependant, nous avons besoin de faire plus et mieux, notamment en fournissant de l'énergie. Quand je parle d'énergie, ce n'est pas la lumière seulement. La lumière en fait partie, mais au-delà de la lumière, c'est de l'énergie pour que les ateliers puissent marcher, qu'on puisse faire de la transformation, etc. L'équipe, c'est bien, mais ce n'est pas que ce que je souhaite pour chez moi, ni pour chez ma tante. Je veux que ma tante ait de l'énergie. Mais il faut commencer par quelque part. Il y en a qui ne peuvent se payer que le kit. On le fait. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on va parler de réseau pour essayer de donner de l'énergie aux populations dans les ateliers, chez les forgerons, chez ceux qui veulent transformer les produits agricoles, etc. On a appris de ce programme qu'avec des subventions bien conçues, un cadre clair et un appui technique adapté, les entreprises peuvent avoir un impact massif et durable. Elles sont devenues les moteurs de l'accès à l'électricité, même dans les zones les plus reculées. Aujourd'hui, nous devons aller plus loin, comme je le disais, et nous avons le projet DECIM. Je pense que les collègues vont en parler tout à l'heure. Au total, pour le secteur énergie et digital, on a 97 millions de dollars pour le secteur privé, pour vraiment appuyer le secteur privé à faire mieux. Donc, surtout au niveau des mini-réseaux. Pourquoi les mini-réseaux? Parce que, comme je le disais, ça apporte de l'éclairage, mais aussi de l'énergie productive. Je pense que j'ai déjà commenté suffisamment cette question. Madagascar est aujourd'hui l'un des marchés de mini-réseaux les plus dynamiques en Afrique subsaharienne. Plus de la moitié de ces mini-réseaux fonctionnent déjà avec des énergies renouvelables et nous voulons renforcer cette dynamique. C'est grâce au fonds DECIM, nous visons 2,3 millions de personnes supplémentaires raccordées d'ici 2028. Mais ce sera avec vous principalement. Donc, avec ceux qui sont hors réseau et aussi des solutions hors solaires hors réseau ou à travers des mini-réseaux. Pour y arriver, nous avons mis en place cette fenêtre de financement avec des mécanismes adaptés aux secteurs privés. Nous avons les subventions basées sur les résultats, les lignes de crédit et aussi les appuis techniques, comme on l'a dit tout à l'heure. Nous apprenons de OMDF. Il faut qu'on reçoive le feedback. Je pense qu'il y a eu suffisamment de consultations. On a eu quelques lettres qui nous ont alertés sur quelques potentiels problèmes dans le futur ou d'exclusion. Donc il faut, comme je l'ai dit encore, il faut qu'on soit le plus inclusif possible et qu'on essaie de faire partager, que tout le monde, que chacun puisse jouer le jeu, chacun qui est qualifié, puisse jouer dans le jeu. Donc nous sommes convaincus que le secteur privé est au cœur de la solution que nous vivons actuellement. Ils ont le potentiel, il faut juste le libérer, ne pas les gérer de manière bureaucratique, mais les aider à donner rendez-vous et à nous donner les résultats dans le futur. Donc, à travers les projets LEAD et DECIM et avec l'appui de l'initiative Mission 300 que le président de la Banque mondiale et le président de la Banque africaine de développement ont lancé il y a quelques semaines en Tanzanie, la Banque mondiale, avec la participation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, bien sûr, la Banque mondiale est pleinement engagée aux côtés de Madagascar et nous sommes disponibles à renforcer notre soutien technique et financier
surtout à travailler en partenariat avec vous, gouvernement, secteur privé, société civile, pour accélérer cette transformation. Parce que c'est ensemble, avec une volonté de coordination, que nous pourrons connecter les millions de Malagasy qui ont besoin de nous. Il y a les ressources qui sont là. On va parler juste pour l'énergie, 77 comme ça, millions de dollars. Et il y a les besoins des populations. Et c'est nous qui sommes au milieu. Hein. On peut se débrouiller pour qu'on ne consomme pas cet argent-là et on ne rende pas les services aux populations. Je pense que même pour le OMDF, sur les 40 millions, 17 millions ont été utilisés. N'est-ce pas? Pourquoi on joue à la bureaucratie ou bien on n'a pas le cœur, aussi bien au niveau du secteur public ou du secteur privé, où on passe plus de temps, on passe plus de temps à se donner des crocs en jambes et des coups de pied qu'à travailler chacun à délivrer. Mais je suis sûr qu'avec cette initiative, nous tous, on va être une communauté, une seule communauté. On va se dire, on va faire les 2,3 millions de personnes à connecter d'ici 2028. Ça doit être un challenge pour nous tous et je vous invite. Merci beaucoup de votre aimable attention. Merci infiniment, Monsieur le représentant. À présent, nous invitons respectueusement Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures. Mesdames et Messieurs les députés, honorables députés, ok, c'est bon. Oui, Monsieur les députés, membres de la commission énergie, Monsieur le country manager et ses collègues, honorables membres du secteur privé, chers partenaires et invités, avant tout, je tiens à transmettre les salutations de Monsieur le ministre qui, en raison d'engagement, n'a pas pu être avec nous ce jour. Donc, il m'a chargé de le représenter et de vous exprimer ses sincères excuses pour son absence. L'électrification rurale est une priorité majeure inscrite dans la politique générale de l'État visant à assurer un accès universel, fiable et durable pour tous les citoyens malagasy. Comme mentionné tout à l'heure, une grande majorité de cette population n'a pas accès à l'électricité. Cette situation
limite les opportunités de développement socio-économique pour une grande partie de nos concitoyens. Pour remédier à cette situation, le gouvernement a lancé le projet DECIM, financé à hauteur de 375 millions par la Banque mondiale. Ce projet ambitieux vise à promouvoir les énergies renouvelables et à étendre les services numériques en milieu rural avec pour objectif d'équiper en énergie les populations les plus vulnérables ainsi que la population rurale. Et cela pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Une composante essentielle du projet DECIM est le fonds de financement basé sur les résultats pour les mini-réseaux qui nous réunit aujourd'hui. Ce fonds encourage les investissements privés dans les infrastructures énergétiques en offrant des subventions conditionnées à l'atteinte de résultats concrets, notamment l'augmentation du nombre de connexions électriques en milieu rural. En soutenant les mini-réseaux alimentés par des sources d'énergie renouvelables, le FPR contribue non seulement à l'électrification des zones reculées, mais également à la stimulation de l'économie locale, à la création d'emplois et, comme je l'ai mentionné, à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Il est important de souligner que le coût élevé de l'électricité constitue un obstacle majeur pour les ménages ruraux. Actuellement, le tarif appliqué moyen est plus élevé en milieu rural que ce que nous vivons en milieu urbain comme à Antananarivo, comme vous le savez tous. Ce montant est souvent prohibitif pour les ménages à faible revenu. Le FPR est donc là, vise à atténuer cette charge financière en subventionnant une partie des coûts de connexion et de production, permettant ainsi de proposer des tarifs plus abordables aux consommateurs finaux. Le rôle du secteur privé est crucial dans cette démarche. Madagascar s'est fixé des objectifs ambitieux, atteindre les 80% d'accès et augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique, comme l'a mentionné Monsieur le Country Manager. Pour y parvenir, le pays devra mobiliser, selon les indications du M300, 7,2 milliards de dollars d'investissement, dont 60% devraient provenir de nos autres secteurs privés. Cette collaboration avec la Banque mondiale est également essentielle. Et c'est pour cela que le gouvernement réaffirme son engagement à créer un environnement propice aux investissements dans le secteur de l'énergie, en simplifiant les procédures administratives, en garantissant la transparence et aussi en assurant une régulation efficace. Nous sommes donc convaincus que grâce à une collaboration étroite entre le secteur public, le secteur privé, la Banque mondiale et les représentants du peuple, nous pourrons non seulement atteindre nos objectifs ambitieux en matière d'électrification rurale, mais également rendre l'électricité plus abordable pour tous, contribuant ainsi au développement durable de notre nation. Ainsi, je vous souhaite une journée pleine de réussite et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Merci infiniment, Monsieur le Secrétaire Général. À présent, nous allons entamer la série de présentations et nous allons commencer par celle qui sera faite par les experts en énergie de la Banque mondiale, Komenan Kofi et Tiren Jetali, qui vont nous présenter de manière générale les appuis de la Banque mondiale et aussi en particulier en soutien au secteur privé. Merci beaucoup.
comme il y a deux micros et que nous sommes deux, donc chacun va utiliser un. Merci beaucoup. On va aller vraiment très rapidement. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la salle et il y a beaucoup parmi ces personnes-là qui ne connaissent pas exactement ce que la Banque mondiale fait. Le représentant l'a mentionné tout à l'heure. La plupart des gens pensent que lorsqu'on dit appuyer de la Banque mondiale au secteur de l'énergie, c'est vraiment à la GIRAMA seulement. Donc c'est pour ça qu'on a voulu au moins clarifier les choses en présentant les activités que la Banque mondiale appuie dans le secteur de l'énergie. On va aller donc très très rapidement. Moi je suis Kofi Komena, spécialiste principal énergie. Je suis avec mon collègue qui va se présenter également. Bonjour à tous, moi c'est Tsir Ndetaïna, spécialiste principal énergie aussi à la Banque mondiale. Merci. D'accord, je n'ai pas le clic, donc on va demander à ceux qui font la présentation d'avancer à chaque fois que je dis next slide. C'est peut-être petit, mais j'espère que vous voyez. Cette slide, on ne va pas la parcourir parce que tout le monde sait déjà. Le taux d'accès est très faible à Madagascar. On sait tous que GIRAMA nous crée tous des problèmes. On sait que GIRAMA doit à tout le monde dans le pays. On sait également que pour électrifier Madagascar, on n'a pas besoin que de GIRAMA, mais on a besoin de tout le monde. Donc on va vraiment passer dessus et aller à la slide suivante. Voilà, concrètement, la Banque mondiale travaille avec le gouvernement de Madagascar. Etc. Ensuite, sur l'accès à l'électricité, les réformes ont aussi besoin d'être menées. Donc, nous appuyons également le gouvernement sur le développement de l'accès à l'électricité, notamment les réformes qui vont servir à penser cela. On a aussi tout ce qui concerne l'activité financière de la GIRAMA. Comme je l'ai déjà mentionné très rapidement, GIRAMA doit à tout le monde. Donc, il faut que cette structure soit potentiellement bien viable pour pouvoir rembourser ses dettes et éviter d'en accumuler davantage en allant de l'avant. Le deuxième volet d'action que nous appuyons, c'est tout ce qui est projet d'investissement. Donc la Banque mondiale fait des réformes avec le gouvernement, c'est vrai, mais il y a aussi tout ce que vous voyez souvent dans les journaux, la banque a signé un accord de 100 milliards ou 100 millions, 200 millions, etc. C'est souvent pour des projets dits des projets d'investissement. C'est là où on investit dans les infrastructures, on investit dans les lignes, on investit dans les mini-réseaux, etc., etc. Et puis, il y a un autre volet, qui est tout ce qui est appui budgétaire. Là, c'est vraiment l'appui au budget de l'État, mais moyennant des réformes sur lesquelles l'État s'engage dans le cadre de l'appui au secteur en général, mais aussi tous les autres secteurs. Donc, à partir de ces éléments-là, il y a des projets concrets qu'on va regarder tout à l'heure. On a déjà mentionné quelques-uns, mais on peut aller déjà à la prochaine slide. Voilà, donc je disais tout à l'heure, il est mieux de commencer par l'appui budgétaire, et puis après on va arriver sur le projet qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire le projet DECIM dans lequel il y a le mini-réseau. Donc pour cet appui budgétaire, je vais laisser mon collègue Thir y aller. Ok, merci beaucoup Komena. Merci Komena. Je vais donc présenter rapidement nos interventions sur l'aide budgétaire. Comme vous le savez, l'aide budgétaire, en fait, ça ne concerne pas seulement le secteur de l'électricité, mais en fait, il y a des appuis sur tous les secteurs. Mais ici, ma présentation va se focaliser.
L'appui sur la gouvernance de la GIRAMA avec le statut, il y a aussi tout ce qui est traitement des dettes de la GIRAMA, le renforcement de l'application du plan de développement en moindre coût. Il y a aussi sur tout ce qui est publication des états financiers de la GIRAMA. Et finalement, on appuie aussi donc sur la mise en place de textes en fait pour une meilleure concurrence dans le secteur électricité. Et la troisième phase qui va être entamée l'année prochaine, on va se focaliser sur la mise en place du FNED, Fonds national pour les énergies durables. Il y a aussi la deuxième phase des réformes tarifaires, notamment tout ce qui est indexation et ajustement tarifaire. Et le troisième point, ça concerne donc tout ce qui est gestion décentralisée et ouverture de la distribution dans les centres isolés de la GIRAMA, donc au secteur privé. Prochaine slide. Prochaine slide. Là, je vais parler un peu donc d'un projet. En fait, c'est un projet qui a été déjà clôturé. Vous avez déjà certainement entendu du projet PAGOS. En fait, c'est un projet qui est appuyé notamment sur les réformes du secteur, mais aussi un grand appui aussi donc sur la GIRAMA. Donc, c'est un projet qui a été clôturé en 2023. C'était un projet de 105 millions de dollars. Comme principaux résultats, on peut citer par exemple le développement du plan de développement à moindre coût de Madagascar, dans lesquels on a pu identifier donc les grands projets prioritaires comme Vouloubé, Saoufkia, Ranmafan et Antété-Zambat, mais aussi de voir comment on peut vraiment étendre donc le réseau de transport donc sur Madagascar. On a pu aussi appuyer donc le gouvernement sur les réflexions qui nous a pu permettre d'avancer avec la mise en place de l'Optima. Il y a aussi des études de faisabilité qui ont été aussi finalisées. Et principalement pour la GIRAMA, on a pu réhabiliter et renforcer plus de 300 km de lignes du réseau de transport. On a mis aussi en place un système de gestion informatisé au niveau de la GIRAMA qu'on appelle Matselak. Et il y a aussi tout ce qui est aussi, il y a un grand programme de protection de revenus qui est aussi entamé, lancé en fait dans le cadre de ce projet. En termes de résultats et d'impact, ce que vous voyez vraiment à la dernière ligne, on a pu réduire les pertes globales de la GIRAMA en passant de 35% en 2016 pour arriver donc à 26% en 2022, à la fin donc du projet. La perte globale, là, ce que je veux dire, c'est vraiment tout ce qui est perte depuis la production jusqu'à l'énergie vendue et à l'énergie réellement facturée. Merci, on peut passer à la slide suivante. Là, je vais parler des projets en cours. Donc, le premier projet, c'est le projet LEAD. C'est un projet qui est en cours, c'est un projet qui a vraiment pour objectif de développer l'accès à l'électricité donc sur Madagascar à travers deux technologies. Donc, la première technologie, c'est tout ce qui est intensification et extension du réseau. Donc, on a un objectif de 200 nouveaux branchements à réaliser dans le cadre du projet. On est déjà à plus de 100 000 réalisés jusqu'à maintenant. Vous avez sûrement entendu parler de tout ce qui est branchement MOR. Tout ça, en fait, ça fait partie du projet LEAD. Et il y a aussi des activités, en fait, qui sont vraiment développées avec le secteur privé, notamment la distribution de kits solaires à travers un marché. Puisqu'en fait, on a mis en place, en fait, ce qu'on appelle OMDF. C'est vraiment une plateforme, en fait, pour le développement donc, du marché de kits solaires donc, à Madagascar. Donc, c'est géré par un fonds privé qui a été recruté à l'international. Donc, c'est Bamboo Capital qui aussi gère donc, le fonds dans le cadre du projet des cimes qu'on va présenter tout à l'heure. Donc là, l'objectif, c'était de 300 000 branchements. On a déjà dépassé largement en fait, ce chiffre-là actuellement. Et dans le cadre du projet, on peut aussi citer une activité clé, c'est la distribution des kits solaires aux ménages les plus vulnérables, qu'on appelle donc kits solaires sociaux, pour vraiment atteindre les ménages vulnérables, mais aussi donc, pour atteindre aussi donc, les zones reculées de Madagascar. Donc là, on a un objectif de pouvoir distribuer donc 400 000 kits solaires sur tout le territoire. Et à part ça, on a aussi
une activité qui concerne donc l'électrification du centre de santé de base sur Madagascar, avec un objectif de pouvoir réaliser 521 d'ici la fin du projet. Donc actuellement, on est déjà presque à 500. Il ne reste plus qu'une vingtaine en fait qui reste donc à être électrifiée. Ici, on parle vraiment d'électrification décentralisée. Hein. C'est vraiment l'installation donc de panneaux solaires photovoltaïques. Et pour finir avec le projet LEAD, donc, il y a aussi beaucoup d'appui en termes de renforcement de capacité. Il y a plusieurs études qui ont été menées. Même, par exemple, la mise à jour du plan de développement moindre coût a été aussi développée dans le cadre du projet LEAD. Tout ce qui est planification géospatiale aussi a été développé dans le cadre du projet. En fait, c'est une planification qui va nous permettre en fait, de voir un peu où est-ce qu'on peut avancer avec les différentes technologies qu'on a, notamment pour l'électrification rurale, à travers les densifications et extensions du réseau, développement des mini-réseaux, mais aussi donc, le développement donc, du marché des kits solaires. Et voilà. Pour finir, je passe la parole à Cominon pour le projet DECIM. Merci beaucoup, Thierry. C'est la dernière slide. Hein. On va aller donc très rapidement. C'est le dernier projet en date et c'est celui qui nous réunit vraiment aujourd'hui. C'est le projet DECIM. Donc, c'est un projet pour augmenter l'accès au numérique et à l'énergie. Atou l'a mentionné dans son discours. Il y a une bonne partie numérique, mais c'est la partie, c'est vrai, aujourd'hui la partie électricité qui nous réunit. Donc, sur la partie électricité, on a à peu près 240 millions qui sont dédiés à cette partie-là. On a également tout le territoire qui est concerné par le projet DECIM. Donc, on interviendra dans les 24 régions de Madagascar. Et c'est pour ça qu'on a dit que c'est une couverture nationale. Aujourd'hui, le projet a 1 an, on va dire, d'âge en termes de mise en œuvre. Et on est seulement à 18% de taux de décaissement. On espère accélérer les choses pour que ça aille très, très, très vite. Donc, sur ce projet, il y a plusieurs activités. La première que je vais mentionner, c'est ce qu'on a appelé l'hybridation des centres isolés de la Jurama. En réalité, vous tous, vous savez, dans les centres isolés de la Jurama qui sont à l'intérieur du pays, il y a beaucoup de ces centres-là qui fonctionnent avec des groupes électrogènes, donc où on consomme beaucoup de carburant. Et ce qui fait que comme le coût du carburant est élevé, la Jurama n'arrive même pas à acheter plus de carburant pour mettre dans ces groupes et produire plus pour les ménages. Donc, vous arrivez dans une localité comme ça, il y a peut-être 50% de la population qui a l'électricité. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'ajouter du solaire à ces centres-là, permettre à la production à partir du thermique de diminuer et aussi servir le maximum de personnes dans les localités concernées. Donc, ce qu'on a appelé hybridation des centres isolés. Pour l'instant, le projet ne prend que 17 sites. Il y a du secteur privé, il y a certains acteurs du secteur privé qui ont aussi certains sites qu'ils vont eux-mêmes hybrider. Mais au total, Jurama a près d'une centaine, donc il y a encore du travail à faire. DECIM va commencer, mais on appelle tous les autres partenaires à en faire autant, et notamment le secteur privé. Il y a aussi tout ce qui concerne donc, le réseau interconnecté de Madagascar, d'Antananarivo, qu'on appelle affectueusement RIA. Et ce réseau-là, on doit construire 34 km de lignes pour faire le bouclage, pour permettre à la distribution de l'électricité ou même au transport d'électricité d'être beaucoup plus fiable et que si on a un problème d'un côté, on puisse régler avec d'autres sources d'approvisionnement, etc. Il y a 4 postes qui vont être réhabilités. On parle de Tana Sud, Tana Nord, etc. Moi, je ne connais pas tous ces endroits parce que je suis là seulement depuis une année, mais en Boudvoun, etc., vous tous vous connaissez, j'imagine. Il y a aussi le SCADA qui est en fait un système qui permettra à la Jurama, étant assis à Antananarivo, de gérer l'ensemble des mouvements d'énergie sur les réseaux, de sorte que s'il y a un souci ici, on sait comment on peut alerter les équipes pour pouvoir arriver à régler, etc. Je saute la partie en jaune, je vais y revenir tout à l'heure. Je le fais à dessein. Il y a également des kits solaires qui sont concernés par le projet DECIM, où on a un volet donc de distribution de kits solaires, que ce soit par le secteur public ou même le secteur privé. Le fonds DECIM, je vais revenir dessus quand on va arriver là-bas. Thierry l'a déjà mentionné. Sur LEAD, on avait, et Atou également l'a dit, sur LEAD, on avait 40 millions pour les kits solaires.
17 millions ont été effectivement distribués au secteur privé pour la distribution des kits dans les différents endroits du pays. Sur DECIM, on est allé beaucoup plus loin avec 73 millions qui concernent les mini-réseaux d'un côté, mais aussi les kits solaires à travers le secteur privé. On est sûr que Bambou va vous donner tous les détails tout à l'heure. TIR l'a également mentionné, sur LEAD, on électrifiait les centres de santé. On parlait de 500 centres de santé qui ont été électrifiés sur LEAD. Sur DECIM, on va un peu plus loin, en utilisant non seulement les centres de santé, mais aussi les écoles, les gares ferroviaires, les écoles professionnelles, etc. Donc là, on passe de 500 institutions publiques qui étaient exclusivement des CSB sur LEAD à près de 3000 institutions publiques dans le cadre de DECIM. D'ailleurs, la semaine prochaine, on a une mission qui commence déjà pour discuter exclusivement sur comment on va faire l'électrification de ces institutions publiques-là. Aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, JIRAMA est en difficulté permanente. Donc, on a dû inscrire des actions, dites des actions d'urgence de la JIRAMA dans DECIM pour permettre de renforcer les lignes, de tout faire pour que, au moins, l'approvisionnement du peu d'électricité qu'on a là se fasse de façon fiable. Donc, on a introduit à peu près 25 millions de dollars d'activités appelées urgence JIRAMA. Maintenant, je reviens sur la dernière partie, qui est en fait l'électrification des ménages à travers les mini-réseaux sur DECIM. Et c'est ça vraiment qui va être le plus gros point qu'on va discuter aujourd'hui. Si vous remarquez, toutes les activités qu'on a citées, que ce soit dans LEAD ou DECIM, ce sont des activités qui sont mises en œuvre par le secteur privé. Donc même quand on appuie JIRAMA, c'est le secteur privé derrière qui construit les lignes, ce n'est pas JIRAMA. C'est le secteur privé qui approvisionne les transformateurs à la JIRAMA, et ainsi de suite. Donc tous nos projets, même si c'est des investissements publics, mais on va dire la plupart de l'argent qu'on met va au secteur privé, de toute façon. Maintenant, pour le fonds DECIM, là on a dit, OK, on met un fonds spécial pour le secteur privé pour faire des mini-réseaux. Parce qu'on l'a déjà dit, JIRAMA ne couvre que 3 petits morceaux du pays. Et c'est un pays qui est très vaste. Donc, il faut que le secteur privé se déploie, notamment dans les zones rurales, avec les mini-réseaux, avec les kits solaires, etc. Donc, si on n'aide pas directement ce secteur privé, ça va être difficile d'avancer. Et surtout que dans l'initiative Mission 300, dans laquelle le gouvernement s'est inscrit pleinement, on dit qu'à peu près 3 500 000 ménages devraient avoir l'accès à l'électricité d'ici 2030. Sur les 3 500 000, la JIRAMA va faire seulement 700 000. C'est 20% seulement. Mais tout le reste là, les 2,8 millions là, c'est le secteur privé à travers les mini-réseaux et à travers les kits de différents niveaux qui devra faire ça. Donc il faut qu'on aide le secteur privé à avancer. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce qu'on a appelé un financement basé sur les résultats pour le secteur privé. De sorte qu'on les aide à aller faire l'accès pour les ménages qui sont dans les zones rurales. En contrepartie, on les aide à monter leur projet pour que ça soit viable, pour qu'ils puissent donc continuer à servir ces populations que j'ai mentionnées. Donc aujourd'hui, la fenêtre mini-réseau est ouverte depuis le 31 mars. Aujourd'hui, c'est la cérémonie officielle, mais tous les membres du secteur privé ici qui sont dans ce domaine-là savent qu'à partir de maintenant, ils peuvent soumettre des projets pour que Bambou puisse faire le financement pour eux. Ils vont revenir largement dessus tout à l'heure. Donc c'est sur ce point-là que je voulais terminer pour dire que cette fenêtre mini-réseau, nous appelons de tous nos voeux le secteur privé, de toutes les tailles. Ça peut être petite taille, grande taille. Tout le monde doit jouer un rôle. Et le représentant l'a dit tout à l'heure, tout le monde a un rôle à jouer. Je l'ai déjà dit aussi dans un événement, j'ai dit que si on était dans une fête, on allait dire qu'il y a à boire et à manger pour tout le monde. Donc chacun joue son rôle et puis on avance. Nous, on a appuyé le gouvernement mettant en place le fonds, donc l'argent est disponible. On a besoin que cet argent soit dépensé pour servir les populations. On a fait notre part, on attend donc la part des autres. Merci beaucoup. Merci
beaucoup à Comenan et à Tyr pour cette présentation. Nous allons maintenant inviter Bamboo Capital Partners pour la deuxième et dernière présentation. Madame Liv Janoda, qui est le manager du Fonds Décime, et David Mariani, qui est le spécialiste mini-réseau et usage productif du Fonds Décime. Honorables députés, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, Thierry Njensu, Monsieur le représentant de la Banque mondiale, Atousek, honorables invités en vos titres et rangs respectifs, mesdames et messieurs. Depuis le 23 janvier 2025, où une bonne partie d'entre nous nous sommes rencontrés durant l'événement officiel du lancement du Fonds Décime, nous avons bien avancé. À cet effet, je tenais en tout premier lieu à adresser mes chaleureux remerciements à toutes les parties prenantes, des équipes du projet Décime, des différentes autorités et organismes de tutelle, de la Banque mondiale pour leur forte contribution dans la conception des différents manuels. C'est grâce à cette forte collaboration que nous avons abouti à la validation et à la non-objection de ces derniers. Nous y sommes. Et toute l'équipe de Bamboo se réjouit de rentrer dans le vif du sujet, d'avancer avec vous, les entreprises, afin de pouvoir contribuer ensemble à l'atteinte des objectifs du gouvernement, tant en matière d'électrification rurale que de digitalisation. Nous avons ouvert la première fenêtre du guichet Nouveau Mini-Réseau le 31 mars 2025 dernier, et la prochaine fenêtre destinée à l'accélération des mini-réseaux ouvrira lundi prochain. Dans la foulée, j'ai également le plaisir de vous annoncer que nous allons lancer dès demain la composante digitale et les premières fenêtres de financement seront ouvertes dans la semaine du 21 avril 2025. Comme vous voyez, notre présentation de ce jour aura un focus particulier sur le financement FBR des mini-réseaux. Mais avant de donner la parole à mon collègue David Mariani qui va aborder la partie spécifique, laissez-moi d'abord vous faire un rappel sur ce qu'est le Fonds Décime. S'il vous plaît. Bon, on va passer pour aller plus vite. Voilà. Donc déjà, rappelez que le Fonds Décime, il est géré par Bamboo Capital Partners. Donc Bamboo Capital Partners, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, c'est un gestionnaire de fonds d'impact dont le siège est au Luxembourg, qui a été créé en 2007 et qui travaille actuellement dans plusieurs pays, 40 environ. Et en plus du Fonds Décime et de l'OMDF que nous avons géré, nous détenons aussi d'autres mandats sur ce même type de fonds, notamment en Haïti, au Burundi et puis plus récemment au Mozambique et au Niger. Alors que vous dire sur le fonds que c'est un fonds qui vise à accélérer l'accès à l'électricité hors réseau et puis aux équipements numériques abordables à Madagascar. Ça, c'est l'objectif formel qui nous a été attribué. Et pour atteindre ces objectifs, la Banque mondiale nous a doté de 97 millions de dollars. C'est un fonds qui a débuté le 18 septembre 2024 et qui est censé se terminer le 31 mars 2028. Alors pour ce fonds, donc, nous travaillons bien sûr sous la tutelle du projet Décime, donc avec le ministère avec le MEH et la MNDPT. Et puis pour le mandat de Bamboo Capital Partners, nous avons lié un partenariat avec la BRED Madagascar. Prochain slide, s'il vous plaît. Très rapidement, en ce qui concerne les activités que nous finançons, donc sur la gauche du slide, nous allons financer le système hors réseau, donc tout ce qui est système solaire d'entrée de gamme, et puis aussi les équipements à usage productif. Donc ce financement-là, il est lancé partiellement, donc il est opérationnel sur la ligne de crédit, pas encore sur la subvention FBR, mais j'imagine que ça ne devrait plus tarder.
Par la suite, je passe directement sur la partie numérique, donc, qui, comme je disais, qui va être lancée dès demain, qui accordera des subventions ainsi qu'une ligne de crédit pour des équipements digitaux tels que les feature phones, les feature smartphones et puis les smartphones d'entrée et moyenne gamme. Alors, comment est-ce que nous, on va agir sur le marché ? D'abord au travers d'une subvention basée sur les résultats que nous appelons, pour aller vite, FBR, qui a pour objectif d'encourager les ventes et les connexions à travers le pays. Et il s'agit de ventes et connexions qui seront munies d'un service après-vente. Nous encourageons aussi au travers de ces subventions les ventes à crédit, notamment via le système PEGO, pour ceux qui connaissent. Et puis enfin, c'est un objectif de stimuler les ventes à destination des populations cibles qui, rappelons-le, sont la population qui est dans les zones éloignées, dans les zones rurales. Ensuite, nous avons la subvention catalytique que nous n'avons pas encore déployée, mais qui est, j'imagine, David, en bonne voie et qu'on devrait pouvoir lancer aussi. Qui sera là pour plutôt soutenir tout ce qui est aspect technique et permettre aux entreprises de rentrer dans différents domaines pour pouvoir renforcer leur capacité organisationnelle. Et puis enfin, il y a la ligne de crédit. Et là, mea culpa, mais pour le moment, nous ne lançons pas encore la ligne de crédit sur le mini-réseau. On est fortement avancé sur les études et on devrait pouvoir proposer quelque chose. Par contre, comme je disais tout à l'heure, on a lancé la ligne de crédit sur la partie digitale et sur la partie solaire hors réseau. Et c'est une ligne de crédit qui principalement a pour objectif d'aider les entreprises. Alors pour aller vraiment dans le concret, c'est à se constituer des stocks et puis aussi à refinancer les créances qu'ils accordent à leurs clients. Et puis par la même occasion, on peut accompagner aussi des institutions de microfinance dans le cadre des crédits qu'ils accordent pour les produits que nous finançons. Next slide, et je passe la parole à mon collègue Davidé. Merci Liv. Bonjour à tout le monde, chers collègues du secteur privé, du secteur public, de la banque. C'est un grand plaisir d'être là parce que finalement on a lancé et c'est un résultat auquel on est arrivé tous ensemble. C'était un bon début et je suis convaincu que ça va finir encore mieux. Donc, vous allez déjà m'excuser pour deux raisons. La première, c'est que je suis ingénieur, donc je suis obligé de vous proposer une présentation technique. La deuxième chose, c'est que je suis aussi obligé de faire une synthèse dans un atelier qu'on a déjà fait il y a 2 semaines sur la facilité FBR et qu'il a demandé 4 heures dans 20 minutes. Ça veut dire qu'il n'y aura pas tous les détails et je vous encourage à utiliser la séance de Q&A et nous rapprocher directement, soit après l'événement, soit par email, pour poser toutes les questions que vous avez. Nous sommes là à disposition du secteur pour éclaircir par rapport au fonds des cibles. Next slide. Donc, alors, côté secteur mini-réseau, alors l'objectif est clair, c'est 40 000 connexions à l'issue des mini-réseaux. Et on va y arriver grâce à l'utilisation des 3 instruments financiers, notamment la subvention FBR, la subvention catalytique et la ligne de crédit. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de lancer, c'est la subvention FBR, avec toute une série de différents guichets qu'on va voir après. Et on est dans la phase de conception de la subvention catalytique pour le secteur mini-réseau et pour la ligne de crédit, qui seront lancées prochainement. Next slide. Donc, le secteur mini-réseau à Madagascar, c'est super intéressant, c'est super dynamique et il est compliqué. Il a des différents besoins pour des différentes entreprises et pour des différents projets. Alors, suite à l'analyse qu'on a fait, on a identifié 4 besoins qui sont traduits dans 4 guichets de financement FBR différents. Donc, le premier guichet, c'est les nouveaux mini-réseaux. Et heureusement, le Madagascar il a un pipeline de nouveaux mini-réseaux, d'ailleurs déjà prouvé par l'ADER, qu'ils ont besoin de financement. Et voilà, ces guichets, c'est dédié à cette typologie d'entreprise. Deuxième guichet, extension et densification. Encore une fois, heureusement, le Madagascar, il y a déjà beaucoup de mini-réseaux qui ont besoin d'un appui pour connecter plus de gens, plus de foyers. Ce qu'on appelle accélération des mini-réseaux. Troisième guichet, dans les marchés de l'électrification rurale, il y a des technologies innovantes qui promettent de faire des branchements en électricité à moindre coût.
Et l'idée, c'est donc tester ces nouvelles approches avec les soutiens de l'ADER et l'ERE. Donc lancer des pilotes pour voir des différentes technologies, pour voir la pertinence, je dirais, de ces technologies dans les marchés malgaches. Quatrième guichet, là, c'était pour répondre aux besoins prioritaires de l'ADER. Il y a certains projets qui sont définis justement prioritaires par l'ADER qui ont besoin d'un financement, soit pour être redémarrés, soit pour démarrer ou pour d'autres besoins. Alors, nous avons décidé d'ouvrir un guichet justement pour cette typologie de projets. C'est une liste restreinte identifiée par l'ADER. Il y a des critères généraux qui doivent refléter notre mandat qui a été nous donné par le gouvernement du Madagascar pour la gestion de ces fonds. Et donc, notamment, on ne va que financer des projets qui peuvent être viables à long terme. Donc, pour nous, la rentabilité, c'est un critère clé pour déterminer si un projet il est finançable ou pas. On demande un engagement du secteur privé, aussi en fonds propres, minimum 10%. Notre subvention, on pense que ça va couvrir entre 50 et 60% du coût de connexion. Et on demande en top, au-dessus de ça, les 10% en fonds propres minimum. Parce qu'on demande aussi un engagement au secteur privé. On demande un taux d'utilisation des énergies renouvelables à minima de 80%. Et ça, c'est aussi en ligne avec l'engagement du gouvernement. On demande de se concentrer sur les zones reculées et qui ne sont pas interconnectées avec Jirama. En effet, notre composante, comme il était déjà bien expliqué par la banque, notre mandat c'est off-grid, c'est les zones rurales qui ne sont pas desservies par la Jirama. Notre but, la raison pour laquelle on a été recruté, c'est justement la due diligence, qui est assurée par nous, Bamboo Capital Partner, pour identifier ces critères au sein de chaque projet, pour les évaluer. Et bien évidemment, les technologies doivent être conformes à la loi du Madagascar, c'est pour ça qu'on travaille en étroite collaboration avec l'ADER et l'ERE qui sont intégrés dans notre procédure de due diligence. Next slide. Donc, les fondamentaux de chaque guichet, je vous les ai déjà donnés. Donc, sans trop tarder, on peut avancer. Next slide. Allez-y. Quelques critères d'éligibilité générale. On cherche des sociétés des droits malgasis qui peuvent porter des projets mini-réseaux. Il y a une définition précise dans les Codelec, que c'est celle-là qui a été mentionnée. Donc, on cherche des entreprises qui peuvent avoir les licences d'exploitation des mini-réseaux. Ça, c'est évident. On cherche des entreprises aussi domiciliées à Madagascar. On cherche des entreprises qui sont conformes ou doivent se conformer à toute la réglementation en vigueur à Madagascar. Et on demande que les entreprises nous proposent un système de transparence, de partage transparent des données. Parce que, étant donné que c'est en subvention RBF, donc basée sur les résultats, nous avons besoin d'une transparence complète sur les résultats, surtout en termes de connexion. C'est pour cela qu'on impose aux entreprises de partager leurs données et des coûts de connexion et aussi financiers. Next slide. Maintenant, j'aimerais parler des premiers deux guichets et ils sont en phase de lancement. En effet, les guichets numéro 1, nouveau mini-réseau, étaient déjà lancés et les guichets 2, accélération, ça sera lancé lundi. Next slide. Donc, quelques données clés par rapport à ces deux guichets. Alors, dans chaque guichet, on pourra lancer des différentes fenêtres de subventions. Ça veut dire que dans les guichets nouveaux mini-réseaux, on a commencé à lancer une fenêtre il y a 2 semaines avec un premier enveloppe. Qui vous voyez, c'est à l'auteur de 12 millions de dollars pour un objectif numérique de 20 000 connexions. Cela ne nous empêche pas qu'on va lancer d'autres fenêtres de subventions au fil du temps, pendant la durée du projet des SIM, avec l'idée d'allouer les fonds disponibles ou même des fonds additionnels, s'ils seront disponibles, pour de nouvelles fenêtres de subventions. Donc aujourd'hui, on ne va que présenter la première fenêtre de subvention, mais il y en aura d'autres. Donc, guichet 1, nouveau mini-réseau, on l'a déjà dit, première fenêtre, 20 000 connexions objectives, 12 millions de dollars, un projet par candidat, et ça c'est parce qu'on veut voir les économies d'échelle. On veut voir que chaque entreprise nous propose le maximum des projets qu'il peut pour nous montrer les économies d'échelle au niveau des CAPEX et des OPEX, parce qu'on cherche des projets rentables. Avec une subvention unitaire par connexion de 600 $ par connexion. Donné que, disons, une subvention qui était déjà d'ailleurs présente dans les marchés à Madagascar et qui est aussi reflétée par d'autres projets en Afrique subsaharienne. Guichet numéro 2, première fenêtre de l'accélération du mini-réseau.
Là, on a 11 millions de dollars pour un objectif de connexion de 35 000. Un projet par candidat, 8 millions maxi de montants par candidat articulés sur 2 phases. Ça veut dire que nous, on va réserver une subvention de 8 millions, mais si, disons, après 12 mois, les objectifs de la première phase ne sont pas atteints, on a la liberté de dégager l'argent et de réallouer ailleurs pour trouver de nouvelles connexions. C'est ça un peu la signification des 2 phases. Valeur unitaire de la subvention, 300 $. Et pourquoi ça? Parce qu'on part des mini-réseaux déjà existants, donc on part d'extension et densification. Activités qui normalement n'ont pas besoin du même investissement qu'un nouveau mini-réseau. Et c'est pour cela qu'on propose les 300 $ par connexion. Next slide. Quelques caractéristiques clés un peu plus techniques. Alors, typologie d'activité, on a déjà en parlé. Connexion avec la Jirama, ce n'est pas éligible. On ne va pas financer ni des nouvelles connexions Jirama, ni des connexions existantes. La validation technique, on demande l'approbation de l'APD côté de l'ADER, parce qu'on veut être sûr que la partie technique c'est figé et approuvé par l'entité compétente, que c'est l'ADER. Et pour le guichet 2, si besoin, on veut aussi les approbations des APD d'extension, si besoin. Au niveau de la proposition tarifaire, soit pour le guichet 1, on a déjà une approbation de la tarif, ou soit l'entreprise peut proposer un tarif qu'après nous, au sein de notre due diligence, on va vérifier même avec l'heure qu'il est intégré dans notre procédure. Pour le guichet d'accélération des mini-réseaux, étant donné qu'il s'agit des mini-réseaux existants, bien évidemment, soit on demande l'approbation de l'ERE, soit on demande que la tarif soit dans l'attente d'être approuvée. La taille minimale du projet, c'est 500 connexions pour tous les 2 guichets. Et ça, c'est parce qu'on veut avoir des économies d'échelle. On veut voir que les entreprises soient en mesure d'exploiter des économies d'échelle. Suivi des connexions, finalement, on demande que les connexions puissent être uploadées ou mises en connexion avec la plateforme Odyssée qui est achetée par le gouvernement pour supporter les projets et qui va nous permettre de faire le monitorage en real time, on dirait, de la consommation de chaque connexion pour voir si vraiment la connexion est active. Et la subvention FBR est déclenchée sur la base des connexions actives. Next slide. Juste quelques mots par rapport au jalon des paiements. Alors, il s'agit d'un système basé sur les résultats, mais on sait très bien que le secteur mini-réseau a besoin de l'argent avant de mettre en place les connexions. C'est pour cela que nous avons conçu et proposé un système de décaissement de la subvention qui est basé sur des jalons, qui d'ailleurs ils sont les jalons typiques des contrats EPC, des constructions des mini-réseaux. Donc on a une partie à la signature du contrat, une partie à l'expédition des équipements, une partie à la mise en service et finalement à la fin la vérification des connexions. Attention parce qu'il y a un engagement des entreprises lors de la signature du contrat de subvention. L'entreprise il va proposer un tel nombre de connexions et la subvention c'est calculé sur le nombre de connexions. Ça veut dire que si à la fin ce nombre de connexions n'est pas respecté, alors le fonds des CIM aura le droit de demander les trop perçus de la subvention. Donc il faut aussi de la sérieuxité du côté des entreprises dans leur engagement. Next slide. Guichet 2, c'est plus simple. On parle de mini-réseaux existants. Donc on est en premier jalon de la signature du contrat pour permettre peut-être le démarrage de procurement des équipements pour la phase d'extension. Et après, c'est un système RBF basé sur les connexions. Next slide. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu des guichets 3 et 4 qui sont approuvés, planifiés, mais pas encore lancés. Next slide. Donc, pour l'innovation, le guichet numéro 3, l'objectif est la mise en œuvre des 5 projets pilotes. Pourquoi projets pilotes? Parce qu'en effet, on n'a pas encore un cadre réglementaire figé pour ces nouvelles technologies. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est tester des nouvelles approches au niveau et technologique et du business model et voir qu'est-ce que ça va donner en termes de rentabilité financière, nombre de connexions, coût CAPEX par connexion et comme ça, pour avoir des indications claires sur l'avenir de l'électrification à Madagascar, voir quelles sont vraiment les technologies qui peuvent être pertinentes à ces contextes. On a une allocation de 2 millions de dollars pour cette première fenêtre, et avec un maximum des montants par projet de 400 000 dollars, et un montant par subvention de 400 dollars par connexion. J'aimerais tirer l'attention sur ces valeurs. Pourquoi il est inférieur aux 600 dollars des nouveaux mini-réseaux? Parce que l'objectif de ces technologies innovantes, justement,
c'est prouver qu'on peut avoir des connexions à moindre coût. À moindre coût pour les consommateurs, mais aussi pour l'État, pour le gouvernement de Madagascar. C'est pour cela qu'on a mis un cap à 400 $. Côté du guichet 4, comme je disais déjà, ce n'est pas un guichet ouvert à tout le monde, c'est une liste restreinte des projets qui sont jugés prioritaires par l'ADER. Donc nous avons une allocation budgétaire qu'on devra choisir d'ailleurs avec l'ADER comment répartir sur les différents projets. Donc on n'a pas des montants maximaux par projet, ni montant des subventions par connexion. Ça sera de la discussion avec l'ADER, mais ça reste quand même valide tous les critères généraux comme la rentabilité financière, la contribution en fonds propres des proposants et tout ça. Next slide. Donc, à niveau des caractéristiques techniques, alors la connexion avec la GIRAMA, ce n'est pas encore éligible, et ça c'est évident. À niveau de la validation technique, ça c'est intéressant, surtout pour le guichet numéro 3. L'idée là, c'est d'avoir une approbation et de l'ADER et des autorités locales à l'implantation du projet d'innovation. On est encore en train d'identifier bien quelle typologie de documents l'ADER il va vous octroyer, mais on aura besoin quand même que l'ADER donne une sorte d'objection, que quand même les projets soient connus par l'ADER pour qu'ils soient mis en place. Du côté de la validation tarifaire, étant donné que pour l'instant le secteur n'est pas réglementé, nous allons recevoir la proposition tarifaire, nous allons la juger sur la base des critères de pertinence avec le contexte local, donc notamment les coûts pour les clients finaux, la rentabilité du modèle financier, et il n'y aura pas à cet instant une approbation formelle de la tarification par l'URE. L'idée, c'est justement que le projet pilote il va nous donner les éléments clés pour permettre à l'URE de figer un cadre réglementaire. Next slide. À niveau d'exigence technique pour les projets d'innovation, ça aussi c'est un élément intéressant. Quelles sont les caractéristiques clés? Alors on demande que les connexions soient reliées les unes avec les autres pour qu'il y ait un partage de l'énergie et que les systèmes soient modulaires. Donc, on demande des données minimum tier 1 d'accès à l'énergie à tout le monde, à tous les clients, jusqu'à tier 3. Ce n'est pas tier 13, désolé. Tier 13, je pense que c'est un space shuttle, ce n'est pas un accès à l'énergie. Donc, c'est tier 3, donc même des activités productives. Donc, l'idée, c'est vraiment la modularité. Donner à chaque client ce qu'il a besoin. Donc, pour les clients qui ont juste les 3 ampoules, il lui faut juste un accès tier 1 avec un compteur qui n'est pas puissant, c'est sujet des 100 watts, 200 watts. Mais en bistrot, en épicerie, en activité productive, il a besoin de plus que ça. Et la nouvelle technologie doit être en mesure de répondre aux besoins de toute la communauté. C'est ça un peu la challenge, le défi. Modèle de business, on demande un modèle business Energy as a Service. C'est-à-dire que les équipements restent propriété de l'exploitant. C'est un peu le modèle mini-réseau, si vous voulez. On demande qu'il y ait une propriété des assets qui reste à côté des exploitants et les gens ils payent pour l'énergie consommée. Après, forfaitaire par kilowattheure, on va les discuter. Ce n'est pas ça le problème. Mais ça doit être un modèle Energy as a Service. Next slide. Au niveau des jalons, c'est presque la même du guichet numéro 1, encore un peu plus favorable parce que le guichet d'innovation, étant donné que c'est de nouvelles technologies, il y a encore plus de risques. Donc, ils sont encore un petit peu plus favorables. Et guichet 4, ça doit être négocié projet par projet parce que justement, il y a des projets, des mini-réseaux qui sont déjà là et qui demandent une réhabilitation des fois. Il y a même des projets de nouveaux mini-réseaux qui sont presque des greenfield, donc un nouveau. Alors, chaque projet demande des jalons de paiement différents. Donc, ils seront négociés cas par cas. Next slide. Donc, le dernier slide, la planification des lancements. Encore une fois, next, please, on a terminé. Alors, le guichet numéro 1 a été lancé et sera clôturé le 27 avril. Le guichet 2 ouvre ce lundi, le 14, et il va fermer le 11 mai. Le guichet 3, innovation, on va discuter avec M. Jolinet, mais j'aimerais bien qu'on puisse les lancer mois de mai, on verra bien. Ça serait très intéressant si on puisse arriver à les faire. Et réhabilitation, dès qu'il y a les premiers projets qui sont prêts, on l'ouvre pour permettre le financement des projets prioritaires. Ça dépend du niveau d'avancement de ces projets prioritaires. Pour toute information, il y a une adresse email à laquelle vous pouvez vous adresser. Il y a aussi les liens
à la plateforme Odyssée pour l'enregistrement, pour la participation à la facilité FBR du fonds des CIM pour les secteurs mini-réseaux. Une fois que vous allez être enregistré, vous pourrez aussi poser des questions grâce à la messagerie protégée. Et vous encourage encore une fois à utiliser la messagerie protégée. On a déjà fait 2 trainings sur les modèles financiers, on a déjà fait 11 séances de Q&A. On pourra en faire encore parce que notre objectif, c'est permettre au marché de postuler. Donc, tout ce qu'on peut faire pour vous aider à bien postuler au fonds des CIM, on est là pour le faire. Et je dirais que j'ai terminé. Merci à tout le monde. Merci infiniment à Liv et Davidé pour cette présentation très riche. À présent, nous allons ouvrir le floor pour les échanges, les questions et les réponses. Et nous aimerions vous dire de profiter de cette opportunité où nous avons dans la salle ce matin des hauts responsables de l'administration publique, ministère de l'énergie, économie, les impôts, la Banque mondiale, les autres partenaires de développement. D'accord. Les autres partenaires de développement, la Banque mondiale et autres qui œuvrent dans le secteur, bien sûr les entreprises privées, la Voix du peuple à travers le président et le vice-président de la commission énergie au sein de l'Assemblée nationale, la société civile. On va prendre une série de 5 questions jusqu'à midi et si vous pouvez être concis, comme ça on aura beaucoup plus de participation. Et on vient de me souffler à l'oreille si on pourrait éviter de poser trop de questions sur la DIRAMA, mais de nous concentrer sur l'appui au secteur privé. Et voilà. Donc, il y aura des micros qui vont circuler dans la salle. Levez la main. On va prendre une série de 5 questions. Si vous pouvez vous introduire d'abord. Merci beaucoup. Je me présente, Rivo, président de l'Association des opérateurs en électrification rurale, AOPEM. Je tiens à adresser mes sincères remerciements à Monsieur le Président de la FIFPAMA. En français, c'est Groupement de Patronat Malgache, pour m'avoir confié l'honneur de représenter la FIFPAMA aussi dans cet atelier. Je remercie également les organisateurs de cet atelier pour leur aimable invitation ainsi que toute l'équipe de la Banque mondiale et Bamboo Capital Partners pour la qualité de nos échanges par email. Concernant le projet LEAD, nous saluons l'initiative du projet LEAD qui a mobilisé un financement de 50 millions de dollars dédié à la distribution des kits solaires. Il convient toutefois de rappeler que ce montant est un emprunt contracté par l'État malgache, géré par Bamboo Capital Partners, et qu'il devra être remboursé par les générations futures malgaches. Dans ce contexte, nous tenons à souligner que malgré ses mérites sur le plan financier et institutionnel, ce projet n'est pas prioritaire pour la population rurale. Madagascar reste l'un des pays les plus pauvres de la planète, avec plus de 20 millions de citoyens vivant en milieu rural et survivant moins de $2 par jour. Pour ces millions de familles, les kits solaires ne représentent qu'un minimum de confort, alors qu'ils ont désespérément besoin d'un accès réel et durable à l'énergie pour créer des activités économiques locales, c'est-à-dire croissance comme M. Atou l'a souligné, et générer une deuxième source de revenus pour lutter contre l'inflation et créer des milliers d'emplois ruraux qui seraient réels dès que l'électricité est branchée dans un village. Sur le projet des CIM, nous saluons également le lancement du projet des CIM, en particulier l'ouverture de guichets numéro 1 et numéro 2. Cependant, certaines conditions d'éligibilité posent problème, notamment pour les opérateurs locaux. Guichet numéro 1, la condition préalable d'un chiffre d'affaires d'1 million de $ est inaccessible pour la majorité des opérateurs locaux malgaches,
dans un pays aussi pauvre que le nôtre. Elle favorise presque exclusivement les opérateurs étrangers qui contrôlent déjà 95% des sites électrifiés dans les zones rurales à Madagascar. Nous souhaitons voir émerger davantage d'autres opérateurs locaux engagés comme des véritables soldats du développement, prêts à lutter contre la pauvreté et à inverser la tendance actuelle. Concernant le guichet numéro 2, la condition d'un minimum de 500 millions par site ou par consortium ne reflète pas non plus la réalité du terrain pour les opérateurs locaux, comme en témoigne notre dernière réunion. Encore une fois, seuls les grands opérateurs étrangers ont la capacité de répondre à cette exigence. Nos recommandations, nous rappelons que le projet LEAD et DECIM sont financés par des crédits publics contractés au nom de tous les Malagasy. Il est donc essentiel que ces investissements servent en priorité les intérêts nationaux, en particulier ceux des opérateurs locaux. Nous sollicitons donc les propositions suivantes. La mise en place d'une ligne de subvention dédiée, équivalente au moins à deux budgets global du guichet, au moins 10% du budget global du guichet numéro 1 et numéro 2. La création de projets sur mesure pour les opérateurs locaux selon la grille du système scorecard qui est le modèle sud-africain, c'est-à-dire la priorité aux opérateurs 100% Malagasy, puis à ceux de détenus 50% par les Malagasy et ainsi de suite. L'objectif est clair, renforcer la capacité économique et entrepreneuriale des opérateurs Malagasy afin qu'ils participent activement et durablement au développement pour leur propre patrie. En conclusion, nous restons bien entendu ouverts à toute forme de négociation et collaboration constructive. Et nous attendons avec intérêt vos retours et vos propositions pour co-construire un modèle d'électrification rurale équitable, durable et véritablement bénéfique pour les communautés rurales à Malagasy. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous sommes vraiment totalement pour le free speech, mais si nous pouvons éviter de faire un discours, comme ça nous pourrons donner plus d'espace à d'autres participants. Bonjour à tous, je vais être très bref sur les aspects protocolaires. Donc, bonjour à tous, Rémi Hubert, président de MAREA, à ne pas confondre avec BAREA, Madagascar Renewable Energy Association, constituée d'entreprises malagasy. J'avais une question et exprimer une difficulté. MAREA est bien sûr, au travers de ces entreprises, impliquée dans toutes les réunions que nous avons eues jusqu'à maintenant avec vous, avec le fonds DECIM et Bambou. Difficulté, c'est pour ce guichet numéro 1, il faut avoir des projets validés. Alors il y en a quelques-uns qui le sont, mais un certain nombre d'autres ne le sont pas encore. Ça va prendre un peu de temps. La capacité de l'ADER à traiter ces dossiers est bien sûr limitée. Donc ça, c'est une difficulté. Donc on a peur de ne pas réussir à rentrer dans la fenêtre 1 l'ensemble des projets qu'on pourrait avoir. Et puis donc c'est la question, même si j'ai un peu la réponse, mais est-ce qu'il y aura d'autres guichets numéro 1 dans le courant de l'année ou de l'année prochaine? Merci. Bonjour à tous, Jean-Luc de l'ONUDI. Ma question, c'est un peu en lien avec ce qui a été demandé par l'OPM tout à l'heure. Est-ce que les groupements peuvent postuler? Ça va être un peu plus direct. C'est-à-dire qu'au lieu qu'un opérateur de la OPM postule avec leurs difficultés en termes de chiffre d'affaires, est-ce que la OPM en lui-même peut postuler? Je sais que ça va être dur en termes de due diligence, mais c'est une question. Merci. Yassine Bif, député élu dans le district d'Antsuy et vice-président de la commission énergie à l'Assemblée nationale. Moi, j'aimerais savoir quel est
le prix target, le prix cible pour le consommateur final. Je ne sais pas s'il y a eu des discussions au sein du Fonds Décime, au sein de Bamboo Capital pour déterminer un target price pour le consommateur. Parce que, à ma connaissance, aujourd'hui, le prix des off-grid, c'est dans les 2000, 3000 arrière. D'accord? Donc moi, si je prends quelqu'un en milieu rural qui va avoir la même consommation qu'un consommateur en milieu urbain au tarif social, qui est de 150 kWh, 150 arrière par kWh, si les gens en tarif social, ils ont une facture moyenne à la Jirama de environ 30-40 000 arrières, c'est-à-dire 10 à 15 fois moins cher. Voilà. Est-ce que ça voudrait dire que pour une consommation comparable, le consommateur en milieu rural, il va avoir sa facture, si je fais une multiplication simple, 30 000 fois 10 ou fois 15, ça fait 450 000 arrières par mois. Donc j'aimerais savoir, donc c'est en lien avec ce que je viens de dire, quelle est aujourd'hui sur les mini-grids existants, quelle est aujourd'hui la facture moyenne du consommateur et qu'est-ce que ça représente concrètement? Parce que moi, quand je vous parle du consommateur moyen à tarif social en milieu urbain, c'est quelques ampoules, une radio, peut-être une télé. Et je ne parle même pas de ceux qui ont peut-être un petit frigo pour leurs activités productives, etc. Et pour revenir à la question de M. Rive, bon, j'ai été interpellé par le vice-président de la Commission énergie qui vous a vu ces derniers jours. Je comprends, moi, que l'impossibilité d'aller en deçà d'un seuil est liée à la rentabilité du projet et au fait que plus vous descendez le nombre de connexions, plus ça devient cher, donc moins rentable et plus la subvention augmente. Donc moi, je ne sais pas, et je pense que la question de monsieur est légitime, non pas en tant que groupement, mais peut-être au sein du groupement, plusieurs opérateurs qui se mettraient en consortium, pour pouvoir faire des projets pour atteindre les seuils qui sont définis au sein des critères d'éligibilité. Je ne sais pas si c'est déjà défini ou si c'est possible. Voilà, merci. Une dernière question avant de passer à la réponse et après on aura la deuxième série. Oui, bonjour. Agassata Radotson du Fonds de garantie Solidis. Je rebondis en fait sur les interventions et je voudrais, surligner un point crucial qui est l'accès au financement, au-delà des subventions, au-delà des financements directs. Je pense qu'il y a une problématique et on l'a vu dans notre expertise avec Sunref de l'Agence française de développement, que la mise en place d'un fonds de garantie pour faciliter l'accès au crédit est vraiment essentiel. Je pense que c'est un sujet dans la suite, puisque je sais que dans votre troisième volet, il y a un volet financement. Je pense que c'est vraiment très très important. Pour vous donner une idée sur un autre volet qui est l'inclusion économique, nous avons pu financer plus de 600 millions de dollars pour 60 millions de garanties. Et on sait que 97 millions de dollars qui est là accessible, ça va être, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Donc vraiment, je milite et je pousse la réflexion pour qu'on mette en place un outil de levier financier. Merci. Merci beaucoup. Oui, Alice. Merci beaucoup. Peut-être je vais me lever. Merci beaucoup. Je vais juste réagir sur le commentaire de l'association des opérateurs privés. Je pense que c'est une question importante sur comment tous ceux qui sont sur le terrain puissent jouer. J'ai parlé tantôt de qu'on soit le plus inclusif possible. Il y a des militants qui sont sur le terrain, qui font des choses magnifiques et qui ont besoin d'un petit appui pour faire plus.
Donc il va falloir, au-delà des critères de la rentabilité financière, voir comment évaluer aussi ces joueurs locaux qui sont déjà sur le terrain, qui bon an mal an font des initiatives, mènent des activités et donnent du service aux populations. À ceux-là, vous leur donnez un petit plus, ils vont faire plus. Maintenant, il faut gérer le risque et voir comment y aller. Ça peut être avec des groupements, ça peut être d'autres modalités. Et là, je pense que j'invite tout le monde à être ouvert et à avoir une réflexion, parce que c'est déjà passé dans les bureaux, mais dans la réalité, il va falloir qu'on puisse tester aussi les mécanismes qui sont mis en œuvre et être le plus inclusif possible, n'est-ce pas? Qu'on ne loupe pas, on a beaucoup à faire. Et si on commence à se limiter, qui peut faire, qui ne peut pas faire, et exclure, ça va nous poser des problèmes, on ne va pas être aussi efficace dans le futur. Là où je ne suis pas d'accord, c'est le nationalisme, n'est-ce pas? Même si c'est un crédit que les générations futures vont rembourser, pour chaque dollar, il y a 35 cents de dons, n'est-ce pas? Donc chaque dollar, il y a minimum 35 cents de dons, et ce don-là, c'est cotisé par la communauté internationale, incluant Madagascar. Chaque pays cotise pour qu'on donne 35 cents de dons. C'est pourquoi on ne peut pas exclure telle entreprise de tel pays. Si l'Afrique du Sud le fait, il le fait avec ses ressources propres, n'est-ce pas? Mais à la Banque mondiale, il n'y a pas cette option, il n'y a pas cette possibilité. Maintenant qu'il y ait dans les appels d'offres une préférence locale, n'est-ce pas? Ça existe. Aussi bien sur les marchés publics que sur d'autres. Et si vous avez la possibilité d'avoir une préférence pour des gens déjà actifs dans les zones, etc. Vous voulez développer un mini-réseau dans une zone et il y a des gens qui sont déjà là-dedans, qui font peut-être 100 maisons, mais qui veulent aller à 1000 maisons, mais qui ne remplissent pas les critères, comment les intégrer, etc. Je pense que ça, c'est des choses à réfléchir. La prochaine fois, ne mettez pas le remboursement du crédit. Sinon, on va le donner à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Et c'est pas bon. En tout cas, merci beaucoup. Et je pense que je vous souhaite beaucoup de discussions franches comme ça. Je pense que c'est comme ça. Je taquinais, hein, mais il faut que vous mettiez tout sur la table. Comme ça, on en parle. Et puis, je suis sûr qu'avec tous les experts qui sont ici, les hommes politiques qui sont là, qui doivent rendre compte à leurs militants, n'est-ce pas? Et c'est important. Donc, on va arriver à trouver des solutions où tout le monde peut jouer. Il faut qu'on parvienne à une solution où tous ceux qui peuvent jouer, jouent. Et pas que seulement les meilleurs qui jouent ou certains privilégiés qui jouent au détriment d'autres. Merci beaucoup. Oui, il y a monsieur le député qui veut réagir. Et puis après, juste, les questions ont été posées. Il y a certaines personnes, pas uniquement de la Banque mondiale, qui peuvent répondre à ces questions. J'inviterai donc le secteur privé, l'ORE, l'ADER et même le ministère à répondre à des questions spécifiques qui leur sont adressées. Juste pour précision, je pense que le partenariat que devraient faire les entreprises nationales, les opérateurs nationaux, en termes de lisibilité de risque, ce serait mieux de faire des joint ventures plutôt que des consortiums. Et donc se pose la question, à quelle vitesse vous pouvez aller pour vous mettre dans ces positions-là? Et d'un point de vue juridique, hein, je parle, hein, d'un point de vue juridique. Et si cette possibilité effectivement est offerte par le fonds DECIM, est-ce qu'il ne faudrait pas justement un peu plus de flexibilité en termes de timing pour permettre à ces gens de s'organiser? Merci beaucoup, honorable. Bambou va répondre tout à l'heure de façon très précise, mais le fonds DECIM, on va étape par étape. Le projet court jusqu'en 2028. On va avoir des guichets qui vont s'ouvrir au fur et à mesure, comme vous l'avez vu ce matin. Donc, Bambou, il faut vous apprêter à répondre à la question sur les autres guichets. En attendant, on va demander à l'ADER si elle a la capacité de traiter tous les dossiers, parce que c'est quelque chose qui a déjà été mentionné par quelqu'un. Il faut nous dire quelque chose.
Mais avant que l'ADER ne se prononce, je voudrais dire que tous les bailleurs qui travaillent avec l'ADER, que ce soit l'Union européenne, l'AFD, la Banque mondiale, nous tous, nous avons convenu d'aider l'ADER à augmenter ses capacités. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a certaines directions régionales qui sont pourvues en personnel sous nos projets, pour ne pas dire sur les projets financés par la Banque mondiale. D'autres bailleurs sont en train de le faire. Donc, quand il s'agira de traiter les dossiers, si l'ADER a besoin d'appui, et Dieu se sait s'ils en ont besoin, l'appui sera trouvé. Mais je leur laisse le micro pour qu'ils se prononcent dessus. Merci beaucoup, Komenan. Je me présente, Fanoumarou Jueliné, secrétaire exécutif par l'ADER. Donc, par rapport à la question qui se rapporte à la capacité de l'ADER à traiter les dossiers, peut-être que je veux vous parler d'abord de la situation actuelle. Donc, dans la direction en charge des études et des recherches, qui a pour mission d'instruire les dossiers d'avant-projet détaillés, il n'y a que 3 personnes, et dont un agent est actuellement en congé de maternité. Donc, il n'y a que 2 personnes qui traitent les dossiers. Peut-être, je ne sais pas si c'est le bon moment, mais l'ADER est un établissement public à caractère administratif. Donc, conformément aux dispositions de l'article 24, petit 3 de la loi 2018-037 du 8 février 2019 sur les établissements publics nationaux, l'ADER n'est plus autorisée à faire des recrutements directs. Donc, ce que nous faisons actuellement, c'est demander au ministère de l'Énergie de nous détacher donc de personnel s'il y en a. Voilà ce que je voudrais d'abord souligner. Ensuite, on a déjà anticipé. Premièrement, on a demandé au projet DECIM de nous mettre à la disposition quelques consultants juniors. À part cela, pas plus tard que la semaine dernière, on a sollicité également l'appui de la GIZ pour nous mettre également à disposition 3 autres agents pour renforcer notre équipe dans le cadre du traitement des APD qui vont être soumis, surtout dans le cadre de la fenêtre numéro 1. Voilà ce que je voudrais partager et je pense que les besoins peuvent être donc le besoin d'appui dépend généralement du nombre de dossiers que nous allons recevoir jusqu'à la date de 27 avril, comme mentionné par l'équipe de Bamboo Capital tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, Jolinet. On va passer la parole à Bamboo Capital. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement s'il va y avoir d'autres guichets qui vont être ouverts sur le long du processus? Et aussi, est-ce que vous pouvez vous prononcer sur la candidature de consortium pour ces fonds? Oui, merci. Alors, comme j'avais déjà dit pendant la présentation, nous avons 4 guichets. Au sein de chaque guichet, on lance des différentes fenêtres et subventions. Ça veut dire que oui, on n'est qu'au début du fonds DECIM. Ce n'est que le démarrage. Il y aura d'autres fenêtres de financement. Et on salue, et je salue personnellement, toute cette belle proposition pour des nouvelles fenêtres de subventions. Donc, pour le guichet 1, pour répondre au président de la MREA, il y aura, mais bien évidemment, il y a un sujet sur les approbations des APD qui était aussi souligné par l'ADER. Donc, le problème est là, mais nous, on va lancer encore. Juste, il faut garder de la tête que 4e trimestre 2027, c'est le dernier trimestre pour déployer des connexions à ce moment. Ça veut dire que les derniers contrats de subvention qu'on pourra signer, c'est fin 2025. Donc, on a 8 mois, 9 mois, peut-être quelque chose en plus si on fera des contrats un peu plus petits, mais plus ou moins, c'est ça le timing. Donc, on n'a même pas 1 an pour s'organiser pour avoir les approbations. Après, je voulais juste réagir sur une question de la poème, sur la question des 1 million de chiffres d'affaires. J'aimerais vider toutes les questions. Ce n'est pas un critère d'éligibilité. Le critère de 1 million, c'est pour les entreprises qui n'ont pas de minéraison en cours d'exploitation. N'importe quelle entreprise qui a même un minéraison en cours d'exploitation ne doit pas respecter les 1 million de dollars. Ça ouvre à tous les marchés. Il faut que ce soit clair parce que sinon on pense que c'est seulement pour les grosses entreprises. Non, ce n'est pas ça le cas. Pardon, la deuxième question que vous m'avez posée, monsieur. Les groupements, voilà, merci beaucoup. Alors, oui, on est ouvert
postuler avec des consortiums. Je pense que la proposition de monsieur le député de joint venture pourrait marcher mieux, parce que là, les problèmes, c'est qui a les permis d'exploitation, qui reçoit la subvention, qui fait la gestion opérationnelle et financière du mini-réseau. Donc, on est ouvert à ça. Vous pouvez le faire. D'ailleurs, on peut échanger ensemble pour voir comment le faire. Mais bien évidemment, ça va introduire une complexité qu'on doit traiter ensemble. Merci. Merci beaucoup, David. Il y a une autre question qui a été posée, c'est sur le coût pour le consommateur final, le tarif pour le consommateur final. Et je crois que l'honorable est revenu dessus. L'ORE est dans la salle, l'ADE est également là. Le secteur privé est aussi là. Il y a beaucoup de fois où cette question est revenue sur la table. On dit que dans le monde rural, les gens sont censés être beaucoup moins nantis, donc ils doivent payer moins. Et on fait la comparaison chaque fois avec ce que les gens que la Jirama sert payent. Alors qu'on sait très bien que derrière le tarif que nous tous nous payons, et c'est ça que le gouvernement cherche chaque fois à changer à travers les structures tarifaires, etc. Ceux qui peuvent payer doivent payer. Ceux qui ne peuvent pas payer, le gouvernement doit les subventionner. Et en ville, même les endroits où sont servis, où Jirama sert les gens, le gouvernement paye la subvention pour que ces tarifs soient abordables pour les populations. Dans le cadre des mini-réseaux, dans des zones, effectivement, il y a l'approbation du tarif dans le process, etc. Mais comme on a besoin que les gens aient l'électricité, il y a tout un montage qui est fait au niveau des projets. Donc, plus les projets sont petits, on parlait de rentabilité tout à l'heure, plus les projets sont petits, ils sont moins rentables et souvent les prix sont obligés d'être élevés pour que les gens du secteur privé puissent rentrer dans leur fonds. Donc plus on va aller à l'échelle, plus les tarifs vont aller à la baisse et mieux ça sera pour ceux qui sont dans le monde rural. Mais il faut toujours éviter de comparer. On sait tous qu'on est dans le même territoire. Et ça, c'est dans tous les pays, c'est pareil. Ce n'est pas uniquement à Madagascar. On est sur le même territoire. Donc, il y a une discrimination si certains payent plus que d'autres. Mais ça, le gouvernement doit travailler à ce que cette équité-là soit respectée en mettant en place un certain nombre de mécanismes. C'est sur certains mécanismes que nous sommes ici. Et travailler à ce que les projets dans le monde rural soient faits à grande échelle pour faire baisser les coûts et donc faire baisser le prix final au consommateur. Et le secteur privé est là, je ne vais pas parler à sa place, ils doivent réagir dessus. L'ORE est également là, c'est eux qui sont les garants du tarif à Madagascar. Ils peuvent également se prononcer là-dessus. Donc, ORE, secteur privé. À vous. Oui, je me présente, André Zientslav, directeur de planification de l'ORE. Je présente également les excuses de monsieur le secrétaire exécutif qui est en mission à l'extérieur actuellement. Je crois que la plus grande partie a déjà expliqué par Covenant tout à l'heure, mais je tiens quand même à dire que le principe universel de tarification, c'est la réflectivité des coûts dans les tarifs. Et cette réflectivité des coûts-là, effectivement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de réduire autant que possible les coûts. Et justement, c'est l'une des manières pour réduire les coûts qu'on a présenté ici, la subvention. Mais il n'y a pas que ça. Tant qu'il y a encore un écart, je dirais, important entre le coût et le tarif, c'est que le secteur privé, qui essentiellement, par définition, cherche des bénéfices dans son entreprise, il ne serait pas là. Donc, il faudrait trouver quelque chose pour absorber cet écart entre coût et tarif. Voilà. Donc, là, comme Cominan a dit tout à l'heure, le gouvernement travaille beaucoup là-dessus avec sa politique tarifaire. Et dans certains pays, il y a des mécanismes qui sont déjà mis en place pour ce faire. Par exemple, la péréquation sur l'ensemble du territoire. Mais cette péréquation-là, il y a une contrepartie qui est la compensation par l'État de cet écart entre coût et tarif.
Voilà. Et pour le moment, à Madagascar, il n'y a pas encore ce mécanisme-là. On s'achemine vers cette réflexion sur la politique tarifaire adéquate à mettre en place. Pour le moment, tant qu'il y a cet écart-là, alors là, il faudrait s'assurer à ce que les coûts mis en œuvre par le secteur privé soient recouverts par le tarif. Voilà ce que j'aimerais rajouter. Merci. Merci beaucoup, Yange. Secteur privé, vous voulez réagir? Et après, on passe au prochain lot de questions. Alors, ok. Je voulais juste compléter et merci à M. Angy pour avoir déjà bien expliqué comment ça marche la procédure. Nous, en tant que Bamboo Capital Partner, on n'est pas les régulateurs, donc ce n'est pas nous qu'on va déterminer le tarif. C'est une proposition des développeurs sujet à l'approbation de l'ORE. Donc c'est un peu ça notre esprit et notre objectif, en effet, c'est vérifier qu'avec le tarif proposé, les projets après soient rentables. Donc juste notre mission, c'est analyser ça. La mission de l'ORE, c'est l'approbation des tarifs. Et on travaille ensemble dans une procédure cohérente, intégrée, Bamboo et ORE. Merci. Merci beaucoup, David. Il y a juste une dernière question et puis après on va prendre la série. En fait, ce n'était pas une question, je crois que notre frère de Solidis nous a interpellé sur le besoin de financement. Parce que tout à l'heure, quand David faisait sa présentation, il a dit que la subvention va peut-être couvrir 50 ou 60% du coût de mise en œuvre des mini-réseaux. Et on a demandé que le secteur privé donne un minimum de 10% en fonds propres. Pour une entreprise qui donne 10% et qu'on lui donne même 60% de subvention, ça fait 70%. Il y a 30% à aller chercher. Généralement, c'est des financements qu'il faut aller lever auprès de structures, de banques, etc. Donc cet aspect-là ne doit pas nous échapper. Un des éléments que Bamboo a déjà commencé à mettre en place, c'est la ligne de crédit qui va être logée à la BRED pour leur permettre d'aller prendre du crédit, mais qu'il faudra rembourser. On va voir peut-être la manière de pérenniser, par exemple, cette ligne de crédit à travers soit un fonds revolving ou quelque chose comme ça. En passant sur LEED, on avait une ligne de crédit de 5 millions de dollars. Les entreprises ont emprunté, elles ont toutes remboursé. Les 5 millions, on est même en train de réutiliser ça sur le projet LEED en ce moment. Le cordeau est là, il est en train de sourire. Donc, ce sont des mécanismes comme ça qu'il va falloir mettre en œuvre. Mais effectivement, il faut penser à la partie dette du financement, c'est très important. Merci aux frères de Solidis de l'avoir mentionné. On va prendre la deuxième série de questions. GIZ a déjà levé la main. J'ai pas eu ma réponse sur la facture, le coût moyen, le prix target, le prix cible. Ah, ok. Bamboo, vous pouvez répondre à ça et même le secteur privé, mais les projets sont individuels. Chaque projet vient avec son tarif. L'ORE l'a mentionné. Le tarif est en fait issu des coûts d'investissement. Donc par projet, il va avoir un tarif. Ce n'est pas un tarif uniformisé pour tous les développeurs. La preuve, à Madagascar, il y a beaucoup d'opérateurs qui sont déjà sur le terrain. Le tarif n'est jamais le même d'un opérateur à un autre. Mais tout ça, ça dépend de comment le projet a été structuré. Si vous avez plus d'argent gratuit, donc plus ça va se refléter en baisse par rapport au prix final au consommateur. Mais nous tous, notre objectif, c'est de rendre le coût du kilowattheure le plus accessible possible aux populations, surtout les populations qui sont vulnérables. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Je pense que je ne peux rien ajouter, merci Covenant. En effet, nous, on n'a pas un tarif target parce que ce n'est pas notre objectif, c'est l'ORE qui détermine le tarif. Nous, on accepte des tarifs et on les met dans un business plan pour voir est-ce que ça marche, est-ce que ça tient les business plans, est-ce que l'opérateur sera encore ici d'ici 10 ans pour faire l'entretien. Parce que quand on parle des rentabilités financières, c'est pour ça. On veut que les opérateurs restent là-bas. Et donc, nous, on n'a pas des tarifs target. On travaille avec l'ORE pour comprendre qui sont les tarifs cas par cas, appropriés et pertinents au projet ou au contexte. Peut-être, M. Angy, si vous voulez donner un aperçu du marché actuel des tarifs au milieu rural, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, honorable Monsieur le député.
le tarif cible, vous dites, l'ORE n'impose pas de tarif cible. Pourquoi? Justement, c'est déjà expliqué, le tarif qu'approuve l'ORE, c'est le tarif qui reflète les coûts. Bon, généralement, si je ne veux pas entrer dans les détails, mais si l'État se fixe un tarif cible pour pouvoir à la fois garder les opérateurs privés et satisfaire la capacité à payer des gens, alors là, quelque part, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y aura un gap entre l'écart entre le coût qui est effectivement engagé par le privé et le tarif appliqué. Dans ce cas-là, il faudrait que, quelque part, qu'un acteur, pour ne pas dire l'État, qui devrait combler cet écart-là pour que les opérateurs privés ne démissionnent pas, entre guillemets. Voilà. Et en termes de factures, à peu près, pour les milieux ruraux, je parle sous le contrôle de monsieur le secrétaire exécutif de la Terre. Généralement, les factures d'électricité en milieu ruraux, ça varie entre 25 000 à 30 000 arrières pour les ménages sociaux. Je parle sous votre contrôle, monsieur le secrétaire exécutif. Pas seulement pour 50, oui. Oui, mais là, je dis encore, si on garde cette réflectivité des coûts, comme a dit Comena tout à l'heure, il y a les dettes, il y a les coûts engagés, y compris les coûts de capital de privé, il y a les coûts engagés en investissement et tout ça. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, André. Le problème du tarif, honorable, s'il vous plaît, le problème du tarif, on ne va pas le résoudre ici. Dans tous les pays, on n'est pas arrivé à résoudre cela. C'est une discussion constante et tout le monde doit faire des efforts, y compris l'État central, qui dans certains cas se substitue donc aux consommateurs qui ne peuvent pas payer pour apporter de la subvention. Ce sur quoi tout le monde est d'accord, c'est qu'il faut que toutes les populations du pays aient accès à l'électricité d'une façon ou d'une autre. Et une électricité viable, abordable et de très bonne qualité. Donc ça, c'est vraiment la chose sur laquelle on est tous d'accord. Je voudrais qu'on avance. On peut prendre une petite dernière intervention si vous me promettez que vous n'allez pas dépasser 30 secondes. Non, mon but n'est pas de remettre en cause le calcul, je le connais trop bien. Je le connais. Moi, je suis un député. Je dois dire à mes électeurs, OK, on va mettre des mini-grids ici pour que ça fonctionne. La première chose qu'ils vont me demander, c'est, OK, moi je veux mettre ça va me coûter combien par mois? C'est la première question qu'on va me demander. Donc, à moi d'expliquer qu'au-delà d'un certain tarif, eh ben, c'est ça qui va se passer. Vous comprenez? Ce n'est pas de remettre en cause le calcul. Moi, je le connais, le calcul. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai été à la tête de la Djirama de 2017 à 2019. Donc, je connais ce calcul. OK? Donc, moi, c'est en termes d'acceptation sociale, uniquement pour pouvoir communiquer à mes électeurs, pour pouvoir, moi, dans mon district, et c'est le cas de tous les députés, de dire, OK, on va mettre en place des mini-grids ici. On va faire appel à vous, privés, pour venir chez nous, pour mettre en place des mini-grids. C'est juste le sens de ma question. Merci beaucoup, honorable. Je crois qu'on s'est très bien compris. Merci beaucoup. Deuxième série de questions. Je rappelle qu'on doit terminer au plus tard à midi. Donc, soyez bref, s'il vous plaît, dans vos questions. GZ. Bon. OK, allez-y d'abord. Bon, je suis très impoli, mais comme on m'a amené le micro, je prends la parole. Non, allez-y. Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Emmanuel Kotsoyanis, directeur général de Miaracap. Merci tout d'abord à la Banque mondiale et à Bamboo Capital pour ces présentations riches, techniques et à la fois stratégiques. Merci aussi aux questions et aux réactions qui témoignent d'un secteur qui semble avoir encore beaucoup de points à soulever pour réellement déployer sur le terrain, notamment avec le secteur privé. Je voulais rebondir sur et amplifier ce que disait Agassat tout à l'heure. Ça paraît évident qu'il faut impliquer les acteurs financiers autres que les banques assez vite dans le process. On le sait tous, dans le blend de financement de l'énergie, il faut de la subvention massivement.
Nous, on est allé à petits pas dans ce secteur-là en tant qu'investisseur parce qu'en fait, il n'y avait pas suffisamment de subventions dans le secteur. Donc, en ce sens, c'est une excellente nouvelle qu'elle arrive. Et la proportion qui est mise sur la table semble être excellente. Il faut de la dette et puis il faut du capital qui est prêt à la fois à être plus patient que le banquier, mais également à apporter un soutien stratégique que n'apportent pas les autres, qu'apportent moins les acteurs financiers sur les périodes longues qui sont celles de payback de ce type d'installation. Du coup, nous, on est prêt à y aller. On est d'ailleurs partenaire financier de quelques entreprises dans la salle et on souhaite le devenir davantage de certaines autres. Et je voudrais quand même insister sur le temps long nécessaire à mobiliser un investisseur en capital. Ce n'est pas des dossiers qui se font en 15 jours ou en 3 semaines. Et je voudrais comprendre un petit peu comment, dans ce temps d'appel d'offres qui est assez court, on imagine impliquer les acteurs de l'investissement en fonds propres. Très concrètement, on ne monte pas un partenariat avec un opérateur quel qu'il soit en 15 jours, en 3 semaines, ni même en 2 mois. Donc comment on fait si on veut qu'il y ait de l'écoute qui soit mobilisé pour ces acteurs-là, et ça paraît assez indispensable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Carlos. Ouais. Merci beaucoup. Carlos Miro, chef du projet en énergie mis en œuvre par la GIZ ici à Madagascar. Merci beaucoup de nous avoir invités. C'est bien. Il y a une série d'ateliers sur les sujets donc d'électrification rurale grâce à DECIM qui nous permettent aussi de discuter les points les plus importants. Et donc le point tarif et incitation est directement lié, vous le savez très bien, monsieur le député. Moi, ce que je proposerais, c'est que l'on organise un échange avec vous à l'Assemblée pour vous expliquer un petit peu comment ça marche aussi avec le secteur privé. En fait, lorsqu'on parle de tarifs, on parle aussi parfois d'un tarif moyen. Comme le tarif social de la GIRAMA n'est pas le tarif moyen de la GIRAMA. Donc, pour le secteur privé, dans les mini-réseaux, c'est la même chose. Et l'autre point très important, c'est donc les économies d'échelle, évidemment. Donc, c'est ce que je propose. Après, bon, pour les détails, on peut discuter en bilatéral ou en tripartite. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Carlos. 3 autres, oui, il y a la dame là-bas. Ah voilà, les femmes ont repris le pouvoir, c'est une bonne chose. 2 dames. Oui. Bonjour, je suis Nanou Fiankin des Nations Unies. Aux Nations Unies, nous avons aussi une initiative qui rejoint ce défi de la Banque mondiale de soutenir le secteur énergie en mettant à sa bonne place le rôle du secteur privé avec notre programme conjoint financement intégré des énergies durables qui associe le mandat de l'ONUDI, du PNUD et de l'UNCDF. À travers ce projet, il s'agit de donner aussi un de-risking facility au secteur privé. Et dans le cadre des offres de services des Nations Unies, il y a la mise en place de ces mini-grids au niveau local. Et donc, ma question, pour être plus directe, ces mini-grids sont établis avec l'appui des partenaires dans les Nations Unies, la GIZ ou d'autres partenaires, mais par la suite, ils sont gérés par le secteur privé. Et donc, ma question va peut-être à la fois vers la partie nationale. Dans quelle mesure il y a des facilitations pour ces concessionnaires de mini-grids établis par les partenaires de pouvoir bénéficier de cet appui à travers des SIM, surtout pour la partie densification de ces connexions. Merci beaucoup, madame. Elissour Njenarson du secteur privé, de la société Hydro-Ingénierie et des réalisations HUR. En fait, nous intervenons dans l'électrification rurale et aussi pour la fourniture d'énergie interconnexion pour la GIRAMA. J'ai quelques questions par rapport à ce qui a été dit pour DECIM. En fait, je confirme ce qui a été dit par le collègue là-bas par rapport à la durée restreinte pour pouvoir répondre donc au dossier de soumission dans le cadre du guichet 1 qui est déjà en cours actuellement, parce que là peut-être qu'il y a des opérateurs qui sont intéressés
contre, l'APD n'était pas encore validée par l'ADER, par exemple, alors que ça, c'est vraiment un des critères importants dans le cadre de ce fonds, d'avoir ce fonds DSIM-là. Et ma question, c'est que par rapport aux dates de lancement, il y avait différentes formations qui ont été effectuées. Il y a encore les formations sur les modèles financiers qui sont en cours et tout ça. Par rapport au délai de clôture de 27 avril, est-ce que vous pensez déjà qu'il n'est-il pas nécessaire de penser déjà un petit amendement par rapport à la date de clôture? Parce que là, il y a différents documents qui sont requis pour la soumission, et même il y a des lettres d'engagement pour les investissements en termes d'equity et tout ça qui sont requis dans ce cadre, et ça c'est pas facile à voir. Donc déjà ma question c'est par rapport à ça en premier. En second lieu, c'est par rapport à la fenêtre qui sera ouverte un peu plus tard. Est-ce que Bamboo Capital a déjà une idée sur les projets qui seront acceptés dans cette nouvelle fenêtre et qui vont s'ouvrir? Parce que ça peut nous aider à avoir un peu de réflexion pour ce qu'on va répondre sur les guichets qui vont venir. Donc c'est tout pour l'instant. Merci. Merci beaucoup, madame. Deux dernières interventions. On a devant et le monsieur de l'autre côté. Oui, bonjour, Gilles Le Goff Angélian, je suis vice-président de Solidis. Une question directe. Est-ce qu'on pourrait subventionner les intérêts sur les crédits? Ça permettrait de baisser le prix de l'accès de l'argent et donc de baisser le prix à la fin de l'électricité. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous, Toukine Nazanakula, je représente la JPM, Jeune Patronat de Madagascar, un groupe dans la GEM. Où est-ce qu'on peut postuler la plateforme? Est-ce qu'on utilise les plateformes OMDF avant? Ou est-ce qu'on peut avoir la présentation? Merci. D'accord. Merci beaucoup. On va commencer par la dernière question. Bamboo Capital, où on peut postuler? C'était dans la présentation, il faut rappeler. Oui, vous pourrez postuler, c'est directement sur la plateforme Odyssée. Alors c'est un autre lien qui n'a rien à voir avec OMDF, mais je pense qu'on vous donnera on pourra partager la présentation, puisque la présentation contient un lien. Le lien, en fait, il est sur la présentation, mais on vous le partagera. Merci beaucoup, Liv. On va continuer donc avec vous. Pour répondre à la question des Nations Unies, est-ce que les mini-réseaux qui ont été appuyés par les Nations Unies, mais qui sont exploités par le secteur privé, madame, vous me corrigerez si je me trompe, par le secteur privé, peuvent bénéficier du financement de DSIM? Je pense que j'ai la réponse, mais je vous laisse la dire. Alors, en effet, il faut toujours se rappeler que c'est un financement basé sur le résultat. Ça veut dire que c'est pour les connexions additionnelles. Un projet d'accélération d'un réseau existant, ça ne veut dire pas subventionner des connexions déjà actives, c'est financer des nouvelles connexions. Donc, s'il y a des mini-réseaux déjà exploités par le secteur privé qui ont été financés dans le passé par les Nations Unies, s'il y a un projet d'accélération, donc extension ou densification, ça c'est éligible au financement. C'est les nouvelles connexions. On ne peut pas financer les infrastructures qui sont déjà là-bas. Peut-être qu'elle dit qu'elle voudrait préciser quelque chose. Je pensais avoir bien compris la question, mais apparemment non. Ma question, en fait, c'est que le contrat de concession pour gérer ces mini-grids, c'est avec l'administration publique. Ce qui fait, est-ce que l'administration publique donne des facilitations pour permettre à ces organisations ou ce secteur privé de pouvoir postuler ou de pouvoir présenter ces projets d'extension justement du mini-grid pour qu'il y ait plus de connectivité selon la partie $300 par connexion que vous avez soulevée tout à l'heure. D'accord. Donc je pense que c'est beaucoup plus clair maintenant. Donc les bailleurs ont financé ces mini-réseaux. La concession a été donnée au secteur public et ce secteur public a délégué l'exploitation à des entreprises privées. Est-ce que ces entreprises privées peuvent
se prémunir de cette concession rétrocédée-là pour postuler à Décime. Pour moi, à partir du moment où c'est eux qui opèrent, si l'extension vient d'eux, ils peuvent postuler aux fenêtres que David a mentionnées. Est-ce que je me trompe, David? Non, 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 pas du tout. Ça suffit que la concession soit au même titre de l'exploitant, et que soit l'exploitant à faire l'investissement pour les nouvelles connexions. C'est les bénéficiaires et l'exploitant. Bon, pour Bambou, c'est bon alors. Pour nous aussi, on pense que c'est bon. Est-ce que l'administration à qui appartient ces choses concédées-là, est-ce qu'il y a une objection à cela? Ils sont en train de se concerter, l'ORE et le ministère. Donc, en attendant, il y a l'ADER qui a une partie de la réponse. Oui. Peut-être que je m'exprime parce que là, donc, tout est déjà clair, je pense. En fait, toutes les autorisations ou concessions, toutes sortes de délégations de services publics, dans le cadre du secteur de l'électricité, les documents sont signés avec l'administration, que ce soit financé en majeure partie par les privés, que ce soit qu'il y a des contributions de la part des bailleurs. Moi, je pense que ces projets-là sont éligibles comme tant d'autres, et les critères sont déjà affichés et détaillés par Bamboo Capital en ce qui concerne la fenêtre numéro 2. Donc, il n'y a pas de différence par rapport aux autres projets, quelle que soit sa modalité de bouclage de financement. Ok, merci beaucoup, Jolinet. Donc, l'ADER confirme ce que nous avons dit tout à l'heure. On va rester toujours avec Bamboo. Est-ce que la subvention couvre les intérêts sur le financement? Alors normalement, la subvention de Bamboo, c'est une subvention basée sur les résultats. Du coup, il est assez difficile de pouvoir subventionner des taux d'intérêt, d'autant plus que sur le principe de la ligne de crédit, nous sommes tenus, suivant le mandat qui nous a été donné, de faire des prêts au taux du marché. Donc, pour moi, la réponse est non. D'accord, donc disons que c'est non à suivre, affaire à suivre. D'accord. Une autre question de hier, c'était qu'aujourd'hui, la fenêtre a une durée vraiment très limitée. Est-ce que c'est possible d'étendre la date de clôture ou bien vous avez une autre solution, comme on l'a dit, qu'il y a beaucoup de fenêtres qui vont s'ouvrir au fur et à mesure? Bambou? Alors, il y a certains documents, comme par exemple les approbations des APD, qui ne peuvent pas être faites même si on donne une extension de 2 semaines. Donc forcément, il y aura des projets qui devront être soumis lors de la deuxième fenêtre de subvention. Après, si c'est sujet de quelques temps, parce que vous manquez de quelques autorisations et les attestations, merci de nous écrire des messages sur la plateforme. On va collecter toutes les demandes auprès de tous les opérateurs et on va voir si c'est possible de donner une extension. Normalement, on a demandé des documents que vous devrez être en mesure de produire dans un mois. Si ça, ce n'est pas le cas, merci de nous informer. D'accord. Merci beaucoup, Bambou. Juste de façon générale, le projet Décime clôture en 2028. Et on a déjà perdu une année sur la mise en œuvre. Donc, on va, au fur et à mesure, accélérer les choses. Donc, il faut éviter de perdre du temps, mais il faut avoir aussi de l'inclusion dans tout ce qu'on fait. Donc, c'est pour ça que le fait d'ouvrir au fur et à mesure, c'est quelque chose qui est bon. S'il y a quelque chose qui marche, on duplique et on avance. Avec la date de clôture en tête, le 31 mars 2028. Il y a une autre question. Et je crois que ça, c'est plutôt les investisseurs en fonds propres qui disaient tout à l'heure que le temps de mobilisation de ces equity-là, ça met un peu plus de temps, comme vous le savez. Donc, dans le cadre de ce qu'on est en train de faire, on sait qu'il va y avoir 10% au moins qui vont être demandés au secteur privé en fonds propres. Et sûrement, ils vont aller contacter aussi des investisseurs pour ça, etc. Quelle est l'implication de tout ça dans le cadre du financement des CIM? Est-ce que Bambou peut en dire un mot? Merci pour la question, c'est très importante parce que bien évidemment, il y a un timing qui est très serré et c'est une des contraintes de ces projets. Alors nous, on a décidé de s'élancer
devant tous. Ça veut dire que nous, on donne la subvention, même si on n'a pas des contrats, une ligne de crédit active ou un contrat la dette déjà levée pour les mini-réseaux. Nous, on demande des attestations, on fait une due diligence sur vos états financiers, on vous demande d'où viennent les fonds propres, d'où viendra la dette, mais on ne vous demande pas d'avoir déjà fait les closings, la culture financière du projet. Donc, ça veut dire que nous, on s'engage en vous donnant la subvention et grâce à notre contrat de subvention, vous pouvez aller chercher la dette ou les fonds propres. Mais lors de la soumission, vous devez nous dire d'où ça viendra tout ça et qui sont les preuves que vous pouvez nous donner pour nous rassurer que vous allez les trouver. Ça fait partie de notre due diligence. Merci beaucoup, David. Il y a la GIZ qui a proposé également à l'honorable de faire une discussion justement au niveau de l'Assemblée nationale sur ces questions, notamment le tarif auprès des utilisateurs finaux, etc. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut explorer. Nous aussi, on offre cette opportunité. Donc, il reviendra à la partie gouvernementale de voir comment c'est possible d'organiser ce genre d'événement pour que les sachants puissent expliquer plus ou moins comment les choses se passent sur le terrain. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas encore traité, c'est sur... Oui, exact. C'est quelque chose qui n'a pas été initié ici, et comme on parle d'échange entre l'administration, les partenaires techniques et financiers, le secteur privé, etc., il y a une question qui revient chaque fois, et je me demande pourquoi le secteur privé n'a pas lancé ça ici, parce que tous les rassemblements que nous avons, il y a la question des DTI, des droits et taxes d'importation, qui se pose. On est dans des cibles, on parle de beaucoup de millions qu'on va mettre, mais on a déjà des projets financés par des bailleurs qui ont bénéficié de plusieurs millions d'euros ou dollars qui sont stockés, qui sont bloqués parce que les équipements sont arrivés et la réglementation sur la détaxe sur le matériel est bloquée. Et il semble, ou il semblerait, que le blocage, c'est simplement parce que tout doit passer en Conseil des ministres. Donc, comme je ne sais pas, je ne connais pas tous ceux qui sont dans la salle, mais je crois que c'est un sujet qu'il faut porter à qui de droit pour que les projets qui sont bloqués déjà puissent être débloqués, les projets qui sont dans le pipeline pour 2025 soient débloqués et les projets qui vont être initiés par Bamboo Capital sur ce fonds-là puissent suivre la même allure. Sinon, tout le matériel peut être commandé, ça va arriver, ça va rester bloqué au port pendant des années. On n'aura pas les résultats que nous attendons. Le chef de l'État en Ouganda, à Dar es Salaam, pardon, en Tanzanie, s'est engagé à offrir à 80% de la population de Madagascar l'accès à l'électricité. Je l'ai déjà mentionné d'ici 2030. Je l'ai déjà mentionné sur l'augmentation de l'accès. Il y a 2 700 000 branchements qui doivent venir des mini-réseaux et des kits solaires. 700 000, c'est seulement pour la Jurama. Si on a ce problème de DTI, on peut importer tout le matériel qu'on veut. Ça va être resté bloqué au port de Tamata. Peut-être ça va déborder le port. Mais on n'aura pas les branchements sur le terrain. Donc, ils ont été un peu timides en n'évoquant pas ça. Je me fais le porte-voix du secteur privé pour que cette situation soit débloquée à jamais et le plus rapidement possible. Voilà. Je me présente donc Germain, directeur général des impôts. Cette question, à la fois, a été adressée à la direction générale des impôts et à la direction générale de la douane. Vous savez que dans les dispositions fiscales, donc, les énergies renouvelables sont détaxées, donc sont exonérées de la TVA. Mais il y a certaines conditions. Par exemple, on ne peut pas dissocier les batteries. Il faut donc un kit. Ça veut dire un kit. Donc, c'est les commandes avec les batteries et les panneaux, et
tout ce qui sont les pièces nécessaires à la mise en place donc, de l'énergie solaire. Donc voilà, donc on va faire une réunion pour définir donc les critères, parce qu'on ne peut pas donc se permettre, parce que vous savez, les batteries, ça va être utilisé par d'autres choses que des kits solaires. Batteries pour la voiture, par exemple. Donc c'est pour cela que prochainement, nous allons organiser une réunion avec la DGI, DGD et les opérateurs pour donner des éclaircissements sur certaines conditions pour pouvoir donc bénéficier de l'exonération prévue par la loi. Merci infiniment, DG. Et oui. Je voulais juste dire, si son Excellence n'a pas son kit ou son mini-réseau chez ses constituants, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu la détaxation et que les choses sont... Donc il faudrait prendre son téléphone et son email. Hein. mais je pense qu'il va falloir que les parties prenantes se mettent ensemble et réfléchissent. Je pense que nous tous, on est là pour que l'électrification rurale marche. Il faut qu'on veille à ce que ça ne soit pas utilisé, parce qu'il y a beaucoup qui cherchent des failles pour créer un autre business, n'est-ce pas, qui est, comme vous l'avez dit, des batteries pour les voitures, des batteries pour autres, tout en labellisant ça batterie pour solaire. Hein. Donc il va falloir qu'on travaille ensemble et arriver à un modus operandi et à des critères très clairs où tout le monde est à l'aise et on saura qui importe quoi, où, et aller même avoir même une traçabilité sur le terrain de ce qui vient. Comme ça, tout le monde sera à l'aise sur ce qui sera fait. Bien sûr. Okay. Merci beaucoup à tous. Effectivement, pour clôturer donc sur ce point-là, il y a déjà des dossiers qui sont dans le pipe. Les équipements sont là. Depuis que je suis arrivé à Madagascar, j'en ai entendu parler. Je suis arrivé en février 2024. Et du matériel est toujours stocké depuis cette date-là dans les ports. Donc, il y a deux actions dont nous avons besoin ici. Il y a l'action de, comme Atou vient de le mentionner, de définir, redéfinir, s'entendre sur ça. Et puis, il y a l'action immédiate dont on a besoin, ou on avait besoin hier. Il faut que ça saute pour qu'on puisse espérer que ce que Bambou est en train de faire là va tomber justement dans cette souplesse de débloquer la situation. Donc, je pense que les gens se reconnaîtront. Et il faut que qui de droit ait cette info, qu'il y a beaucoup de bailleurs qui travaillent déjà avec des opérateurs privés. Leurs projets sont bloqués depuis des mois à cause de ça. Voilà, merci beaucoup. Merci infiniment. Il nous reste 1 minute, donc je ne sais pas, tous ceux qui ont posé des questions, est-ce qu'il y a une question à laquelle on n'a pas répondu? Quelqu'un a sa question non répondue? Ok, donc, Rémi, c'est une nouvelle question? C'est un complément. On parle bien sûr des DTI, mais si on veut avoir une électricité au meilleur coût pour les utilisateurs en zone rurale, il y a bien sûr donc les financements, on vient de parler, le projet des SIM, c'est extraordinaire. Il y a le secteur privé, on arrive à sourcer maintenant avec des tarifs compétitifs sur les panneaux solaires, les batteries, etc. Il y a le régime spécifique global sur les énergies renouvelables, sur lequel il faut qu'on puisse travailler. Il y a bien sûr les importations, mais il y a le régime hors taxe, parce que le client final, lui, il paye une électricité. Et si on veut avoir un tarif compétitif, il faut vraiment réfléchir à ça. Et la proposition de GIZ d'aller discuter de ça à l'Assemblée nationale est une très bonne idée, de parler du régime fiscal de ces énergies. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Et c'est sur ces mots que nous allons clôturer notre séance d'aujourd'hui. Merci infiniment pour votre présence. Nous vous invitons dehors pour des rafraîchissements où nous pourrons encore continuer les discussions. Pour les journalistes, est-ce que vous pouvez attendre dans la salle, s'il vous plaît? Et merci encore tout le monde. Joyeux son